Bonjour, bienvenue dans l'exposition Sèvres, une passion Rothschild de la Villa Efrussi à Paris, qui se tient au Mobilier National dans les Galeries des Gobelins dans le 13e arrondissement jusqu'au 26 juillet 2026. Je suis Oriane Beaufils, directrice des collections de la Villa Efrussi de Rothschild et commissaire avec Viviane Meski, conservateur au Musée national de céramique de cette exposition, et nous allons toutes les deux vous présenter ce merveilleux projet. Dans cette exposition, les visiteurs vont pouvoir découvrir plus de 300 objets en porcelaine de Sèvres, collectionnés par les différents membres de la famille Rothschild, en ayant toujours pour guide une personne capitale, Béatrice Efrussi, née Béatrice de Rothschild, celle qui fit construire la fameuse villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat et que vous pouvez voir derrière moi, entre les portes de la banque familiale et l'un des vases les plus iconiques de sa collection, l'urne antique de Madame de Pompadour. Alors, l'exposition Sèvres, une passion Rothschild de la Villa Efrussi à Paris est née il y a à peu près 18 mois. Donc, c'est un projet qui a été préparé en un temps un peu record. L'idée du projet, c'était de retravailler sur les exceptionnelles collections de porcelaine qui avaient été rassemblées notamment par Béatrice de Rothschild, Béatrice Efrussi de Rothschild, puisqu'elle a épousé Maurice Efrussi à la fin du 19e siècle. Mais ce projet, assez rapidement, avec Oriane, on a souhaité le développer, l'accroître et dépasser largement le cadre de cette collection, bien qu'elle soit magnifique, et justement enrichir le propos en évoquant d'autres membres de la dynastie Rothschild, qui est quand même une dynastie assez extraordinaire de collectionneurs, qui a su rassembler les chefs-d'œuvre impressionnants produits par la manufacture de Vincennes et de Sèvres. Donc voilà, l'idée a été de développer ce projet autour d'un parcours européen pour retracer les collections de la famille. L'idée également, je dirais qu'il y a un planning, un alignement des planètes dans cette rencontre professionnelle et dans la volonté de parler également de ces porcelaines de Sèvres. L'établissement public Les Manufactures Nationales, dans ce projet, collabore pour la première fois avec l'Académie des Beaux-Arts, qui est propriétaire de la villa. Et finalement, ces deux institutions, d'une part, donc la Manufacture Nationale, qui a été créée en 2025, ce grand établissement, qui regroupe le Musée national de céramique, mais également le Musée national Adrien Dubouché, ou encore la Manufacture nationale de Sèvres, la Manufacture des Gobelins, la Manufacture de la Savonnerie, par exemple. Donc c'est vraiment un établissement qui, à la fois, préserve des objets d'art, des collections patrimoniales, mais qui défend les métiers d'art, a collaboré avec cette Académie des Beaux-Arts. Finalement, on a un ancrage ancien de ces deux institutions qui remonte au XVIIe siècle, et effectivement, c'est ça qui fait, je dirais, la fierté, en quelque sorte, de la France, et le rayonnement aussi de la France à l'international. Ces métiers d'art, ces savoir-faire d'exception qui sont protégés, je dirais, par ces deux établissements. Donc, dans cette collaboration, c'était l'idée, bien sûr, de mettre en valeur ces métiers d'art, ces savoir-faire, et notamment l'excellence des productions de la manufacture de Sèvres que les Rothschild ont tout de suite perçu et aimé, comme le démontre très bien leur collection. Je me trouve dans la première salle de l'exposition, au milieu des 5 flèches qui sont l'emblème de la famille Rothschild, cette famille qui a commencé son destin à Francfort à la toute fin du XVIIIe siècle, dans le ghetto juif de Francfort où Mayer Amschel Rothschild tient une petite boutique d'agents de change. Ces 5 fils vont peu à peu parcourir l'Europe et s'installer dans les capitales européennes, et certains des plus grands collectionneurs de porcelaine de Sèvres de la famille sont représentés dans cet espace. Donc vous avez notamment James, le fondateur de la branche française, que l'on voit ici, ses fils, Alphonse, Gustave, Edmond, Salomon, son exceptionnelle fille Charlotte, mais aussi la branche anglaise avec Alfred ou la branche viennoise avec Ferdinand et Alice. Et c'est donc autour de ce top 10 des collectionneurs de Sèvres de la famille Rothschild que commence notre exposition. James de Rothschild, le fondateur de la branche française de la famille, arrive en France en 1811 et il commence assez rapidement à collectionner. Il collectionne d'abord la peinture, sa première acquisition est un tableau de Greuze, la laitière, mais il collectionne aussi la peinture sur porcelaine. Parfois c'est de la peinture sur des vases et parfois ce sont de véritables tableaux en porcelaine de Sèvres, à l'image de ces 2 plaques peintes par les peintres, les frères peintres Pitou, qui ont été commandées, ces plaques, par Louis XVI en 1783 et qui représentent des épisodes de la vie chatoyante d'une sultane.
Conçus pour être présentés comme des tableaux accrochés dans les appartements du roi à Versailles, ces plaques ont néanmoins été montées en cabinet, comme façade de cabinet, au début du XIXe siècle. Et lorsque James de Rothschild les acquiert, il les installe au château de Ferrières, toujours montés dans ces cabinets, ce qui montre aussi l'adaptation de ces objets à différents usages au cours des siècles. Les fils de James, Alphonse, Gustave, Edmond, Salomon, sont tous d'éminents collectionneurs de porcelaine. Alphonse est le premier d'entre eux puisque son inventaire après décès en 1905 compte non moins de 150 vases en porcelaine de Sèvres. Ici, les 2 aiguières que vous voyez présentées derrière moi ont appartenu au tsar de Russie, Paul Ier, pour son palais Saint-Michel à Saint-Pétersbourg. Elles sont ensuite acquises par Alphonse de Rothschild qui les installe dans un salon dans lequel on peut trouver l'astronome de Vermeer, mais aussi la fameuse commode de Mademoiselle de Sens. Et pour vous donner une idée un petit peu des prix de ce type d'objet, eh bien cette paire d'aiguilles est estimée 80 000 francs en 1905, alors que l'astronome de Vermeer est estimé 40 000 francs. Ainsi donc, pour une paire de vases de Sèvres, vous pouvez avoir 2 Vermeer. Juste à côté, il y a un objet absolument fantastique de cette exposition que nous avons surnommé la poulette. La poulette est en réalité un pot pourri à l'esprit de vin, un objet qui pouvait à la fois servir de veilleuse, mais aussi de machine à cuire les œufs. En fait, on pouvait placer un œuf à l'intérieur de cette structure. Il y avait une petite armature métallique sur laquelle l'œuf reposait. Dans le petit poêlon, on mettait de l'esprit de vin, c'est-à-dire de l'éthanol, et ça permettait de cuire l'œuf à la vapeur, moyennant sans doute un petit peu de patience. L'objet est réalisé avec cette formidable couleur célèbre à Sèvres, le bleu céleste, un bleu extraordinairement nuageux et très beau, qui est fabriqué à partir de 1753. Et au sommet de cet objet, dont on ne connaît que 3 exemplaires dans le monde, un à la Wallace Collection, un qui est passé en vente il y a quelques années et celui-ci, bien au sommet trône une petite poule qui couve l'œuf que les amateurs peuvent ensuite déguster. Puisque nous parlons des œufs en porcelaine de Sèvres, eh bien, nous pouvons aussi vous présenter cette paire d'ornements. On ne peut pas vraiment appeler ça des vases, il n'y a pas de couvercle. Ils sont tantôt appelés vases œufs, tantôt vases ananas dans l'inventaire après décès de Charlotte de Rothschild, tantôt vases pommes de pin. Et pour nous qui avons monté cette exposition au moment de Pâques, c'était les Maxi Kinder Surprise. Ces grands ornements sont des objets absolument uniques à la manufacture. On n'en connaît pas de dessin, on ne connaît pas de modèle en plâtre, on n'en connaît pas non plus d'autres exemplaires. Il y a un vase dont la forme est assez proche, qu'on appelle le vase à côte de melon, dont un exemplaire est conservé au Getty à Los Angeles, mais on ne connaît absolument aucun autre exemplaire de ces prodigieux objets qui ont appartenu à la baronne Charlotte de Rothschild, la fille aînée de James et l'un des personnages les plus importants de cette exposition. Lorsque l'on pense aux grandes résidences de la famille Rothschild, on pense évidemment au château de Wadston Manor, qui a été commandé par Ferdinand de Rothschild, qui est originaire de la branche viennoise de la famille, mais qui s'installe très jeune en Angleterre. Ferdinand, lui aussi, va réunir une extraordinaire collection de porcelaine de Sèvres, l'une des plus belles de la famille. Il a notamment 3 pots pourris à vaisseaux, ce sont les vases les plus célèbres de la manufacture, et plusieurs vases à tête d'éléphant, une forme absolument iconique de l'histoire de la manufacture. Sur la vingtaine d'exemplaires qui a été produite au XVIIIe siècle, plus de la moitié ont appartenu à des membres de la famille Rothschild. Les Rothschild aiment les éléphants. Cet exemplaire est tout particulièrement éblouissant par la gamme de couleurs qui est utilisée pour le réaliser, le rose et le vert, 2 couleurs développées l'une à partir de 1756, l'autre à partir de 1757. Et pendant un court laps de temps, autour de 1760, eh bien, ces 2 couleurs sont réunies pour créer le rose et vert. Alors la sculpture, le modelage des éléphants que l'on voit et qui encadrent le vase est absolument merveilleux. L'origine de cette forme vient probablement de vases de Chine et c'est un objet absolument rarissime qui, pour la première fois, est prêté dans une exposition en dehors de l'Angleterre. Et au centre, vous pouvez trouver une scène de marine et de soldats qui a été peinte par le peintre Geneste. Nous sommes ici devant un des chefs-d'œuvre des collections de Salomon de Rothschild, Salomon étant un des fils de James de Rothschild, qui a été le fondateur de la branche française, de la banque également française, de la famille Rothschild. Un chef-d'œuvre qui associe plusieurs matériaux, c'est ce qu'on appelle une pendule lyre, donc du fait de cette forme, et c'est bien une pendule qui fonctionne toujours d'ailleurs. Toutes les parties bleues sont en porcelaine, avec ce fond bleu très lumineux, très intense, qu'on appelle bleu nouveau ou beau bleu également au XVIIIe siècle. Et puis vous avez différents métaux, du laiton et notamment du bronze doré, un bronze doré de très belle qualité avec des décors de fleurs, de feuilles notamment de laurier. Cet objet, il a été acquis effectivement par Salomon de Rothschild, qui est un des grands collectionneurs de la branche française de la famille. Salomon, c'est assez drôle d'ailleurs quand on regarde dans les archives Rothschild, par exemple, beaucoup de factures
factures des achats de porcelaine, mais d'autres objets d'art d'ailleurs, sont réunies là-bas, des factures d'achat donc de Salomon de Rothschild, un acheteur un petit peu compulsif qui vraiment était un amoureux de porcelaine de Sèvres et qui a réuni des collections tout à fait importantes. Donc ici, vous avez effectivement un objet très intéressant et une vraie prouesse technique, puisqu'il s'agissait pour la manufacture de Sèvres de contraindre cette matière pour créer ces formes un petit peu anguleuses, qui est quand même assez difficile à obtenir en porcelaine. Le tout donc orné de bleu, qui forme en quelque sorte l'écrin de ces métaux précieux, ou plus ou moins précieux d'ailleurs, avec ces tonalités dorées. Donc vraiment, ça forme un écrin très très délicat. Et donc au centre, c'est aussi le morceau de bravoure de cette pendule. Vous avez un cadran avec bien sûr les aiguilles, les chiffres romains pour donner l'heure, mais notamment les signes du zodiaque qui sont peints très délicatement par Coteau, un émailleur ici qui va appliquer sur une surface en métal des ingrédients qui sont assez proches du verre et qui permettent, en étant colorés, d'obtenir des surfaces colorées comme ça, très brillantes, très délicates. C'est l'émail sur métal. Et donc ces signes du zodiaque témoignent vraiment du savoir-faire de cet artiste qui était Coteau, qui s'est rendu célèbre par cette application de cette technique à tel point qu'on parle des émaux de Coteau, donc c'est devenu presque un synonyme de ce travail. Cet objet, avant le 19e siècle, il avait une autre histoire. Il a été produit dans les années 1780. Il avait été acheté par le roi Louis XVI et il ornait l'un de ses salons de son appartement intérieur au château de Versailles. La porcelaine de Sèvres constitue un véritable miroir des relations familiales. Tous les Rothschild collectionnent, la plupart d'entre eux collectionnent la porcelaine de Sèvres, et ce dès la première ou deuxième génération familiale, selon qu'on parle de l'Angleterre ou de la France. La première génération de collectionneurs de la famille Rothschild s'éteint à la fin des années 60 et au début des années 70. James, le fondateur de la branche française, meurt en 1868. Anthony, de la branche anglaise, en 1876. C'est à ce moment-là que les premières transmissions d'objets entre membres de la famille vont avoir lieu. Et vous avez ici, par exemple, le testament d'Anthony de Rothschild, donc de la branche anglaise de la famille, dont le testament est un document sérieux, bancaire, administratif, si je puis dire, mais qui mentionne néanmoins quelques objets, sa faïence de Saint-Porcher et ses porcelaines de Sèvres roses, et notamment son vase à tête d'éléphant à fond rose, qu'il lègue à son neveu, Alfred de Rothschild, qui va par la suite devenir l'un des plus grands collectionneurs de porcelaine de Sèvres de la famille. Quelques décennies plus tard, en 1905, le baron Alphonse de Rothschild, l'homme le plus riche de France, l'un des plus grands collectionneurs de la famille, s'éteint à Paris dans son hôtel Saint-Florentin. Et dans son inventaire après décès et dans son testament, il lègue une très grande partie de ses porcelaines de Sèvres à sa fille, Béatrice de Rothschild, qui était alors devenue Béatrice Ephrussi. Vous trouvez ici dans cette vitrine, grâce au partenariat exceptionnel des archives Rothschild de Londres, qui ont bien voulu nous prêter un ensemble extraordinaire de documents, ce testament d'Alphonse de Rothschild qui évoque les porcelaines qu'il va léguer à sa chère fille Béatrice. Et parmi tous ces objets, il y a cette cuvette Courteil, donc un vase de fleurs à fond blanc, représentant de merveilleux oiseaux qui se disputent dans un paysage exotique et qui ont été peints par Louis-Denis Armand Lenné, le plus grand peintre d'oiseaux de la manufacture. Alors cet objet a pour particularité d'être peint des deux côtés et c'est l'un des grands chefs-d'œuvre peints en 1767 de la villa Ephrussi de Rothschild. Si certains membres de la famille Rothschild reçoivent en héritage de leur père ou de leur oncle un vase, d'autres peuvent recevoir un château rempli de vases. C'est le cas de James Armand de Rothschild, surnommé Jimmy, qui est l'un des fils du baron Edmond de Rothschild. Edmond est marié à Adélaïde de Rothschild, c'est le moment généalogique, et Adélaïde de Rothschild est la nièce d'Alice de Rothschild, qui est la dernière, la sœur de Ferdinand, la dernière de la branche viennoise à occuper le château de Waddesdon Manor. Elle n'a pas d'enfant, et donc le château, avec ses porcelaines de Sèvres, va atterrir, si je puis dire, en possession de James Armand de Rothschild, qui, après sa mort, le lèguera au National Trust, et vous pouvez aujourd'hui visiter ce château de Waddesdon Manor. Donc pour représenter cette transmission de patrimoine, vous avez ici un broc à la romaine, avec tous ces ornements et ces peignets d'or, avec là encore le magnifique fond bleu céleste, qui a été réalisé en 1756. C'est l'année où la manufacture de Vincennes va s'installer dans ses bâtiments définitifs. À Sèvres, un objet qui incarne véritablement le rococo par la ligne de son décor, par la ligne de sa forme aussi, qui a été conçue par Duplessis, le grand donneur de modèles de la manufacture de Vincennes puis de Sèvres.
Il est grand temps maintenant de vous présenter l'icône de cette exposition, le petit cavalier King Charles Fidélité, qui est un objet absolument unique de la manufacture de Sèvres, produit entre 1765 et 1770, et c'est une création absolument extraordinaire qui est pour la première fois présentée dans une exposition depuis l'exposition universelle de 1889. Fidélité est donc un petit cavalier King Charles représenté sur une base en porcelaine de Sèvres imitant un marbre rempli de très nombreuses incrustations et posé sur un piédestal réalisé par l'ébéniste Leleu. On perçoit ici les débuts du style à la grecque avec ces petits pilastres qui ornent les angles de l'objet. Quand j'ai vu pour la première fois cet objet, j'ai tout de suite compris ce qu'était la pâte tendre. En effet, cette pâte créée à la manufacture de Vincennes puis de Sèvres, qui mélange du sable de Fontainebleau et différents autres éléments, a pour particularité de pouvoir particulièrement bien absorber les couleurs alcalines. Et finalement, il y a vraiment une pénétration des pigments dans la pâte, ce qui crée une vivacité, un relief absolument formidable sur l'objet. Et c'est ce qu'on voit avec ce petit chien lorsque l'on admire son pelage. On a vraiment l'impression qu'on pourrait le caresser à la manière des peintures d'Oudry, où véritablement le pinceau savait donner la chaleur du pelage ou du plumage. Ici, le regard de ce petit chien, le grelot autour de son cou, tout génère véritablement un effet de sympathie immédiat chez tous ceux qui le regardent. Fidélité a appartenu à l'une des plus grandes collectionneuses de la famille et véritablement une héroïne de cette exposition, Charlotte de Rothschild. Elle est la fille aînée de James et Betty de Rothschild, les fondateurs de la branche française de la famille, mais en fait son goût pour la porcelaine de Sèvres a largement été oublié parce que son fils aîné, étant mort avant elle, ses biens sont ensuite revenus à son fils cadet, puis à son petit-fils, et on a dans cette histoire, perdu le fil de la propriétaire initiale qui était la baronne Charlotte. Or, lorsque l'on regarde son inventaire après décès, on trouve les objets les plus rares de la manufacture, de très nombreuses commandes. Elle a aussi organisé elle-même comment elle voulait exposer ses objets, commandant des bases en bronze doré, préparant les espaces dans lesquels elle voulait les montrer. Donc c'était une très très grande amatrice de porcelaine de Sèvres et la première propriétaire donc de Fidélité. Autre grande collectionneuse de la famille, la baronne Julie de Rothschild, qui a épousé le baron Adolphe de la branche napolitaine de la famille, s'installe avec son mari en Suisse au milieu du XIXe siècle et ils font construire le château de Prégny. Julie est une femme absolument extraordinaire, elle conduit des bateaux à moteur, elle est photographe, elle fait installer un atelier de photographie dans son château et elle aussi, elle aime beaucoup la porcelaine de Sèvres. Et il y a ici un objet absolument remarquable, une petite statuette en biscuit de porcelaine, donc de la porcelaine non brillante, non glacurée, qui représente Madame de Pompadour offrant son cœur. C'est une représentation de la marquise en déesse de l'amitié, au moment où sa relation avec le roi Louis XV se mue progressivement en une tendre amitié, eh bien, elle fait réaliser un grand nombre d'exemplaires, 19 exemplaires, de ce petit biscuit la représentant offrant son cœur. C'est un témoignage extraordinairement sensible du lien qui l'unissait au roi de France. Et ce biscuit est placé sur un petit socle en porcelaine de Sèvres, émaillé cette fois, avec des trophées amoureux, de fleurs et très féminins. C'est un objet extraordinairement personnel et qui montre aussi l'attachement de la famille Rothschild à la figure de Madame de Pompadour, puisque la plupart des grands portraits de la marquise ont fait partie des collections Rothschild et pour la plupart, ils sont aujourd'hui conservés dans les plus grands musées du monde. Une section entière de l'exposition est consacrée au développement du marché de l'art, justement, qui est assez colossal dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Paris, Londres vont devenir deux scènes très importantes de ces échanges d'objets, de ce marché, avec notamment la création de l'ouverture de l'Hôtel Drouot dans les années 1850. Et les Rothschild vont être des acteurs fondamentaux de ce marché de l'art. Ils achètent, mais ils revendent également des objets dans ces ventes aux enchères, notamment, et auprès de certains marchands, certains qui sont presque des marchands attitrés, en quelque sorte, qui travaillent pour la famille. J'ai derrière moi notamment un portrait de Charles Wertheimer, qui est un des membres de cette grande dynastie de marchands actifs à Londres. Charles, c'est notamment le fils de Samson Wertheimer. Dès la génération du père de Charles, donc Samson, des relations assez étroites ont été nouées, notamment avec des membres de la famille Rothschild qui résidaient en Grande-Bretagne. Je pense à Ferdinand et à Lise de Rothschild en particulier. Pour illustrer justement le rôle primordial de la famille Rothschild dans ce marché de l'art, notamment français, on a voulu évoquer un cas très précis, un cas particulier, avec l'ensemble des 5 vases qui sont ici, vases et pots pourris, pour être précis. C'est ce qu'on appelle une garniture, c'est-à-dire un ensemble de ces
ces vases et pots pourris qui avaient vocation à être décoratifs, à être disposés par exemple sur une cheminée, sur un meuble, qui pouvaient aussi être utilitaires d'une certaine manière, puisque dans cet ensemble de 5 vases, vous avez notamment certains pots pourris, certaines formes qui pouvaient vraiment accueillir aussi des fleurs. Donc on pouvait vraiment utiliser en quelque sorte cet ensemble très précieux, qui est un des coups de maître, je dirais, de Charlotte de Rothschild, donc qui est la fille aînée de James de Rothschild. On est dans la branche française. Et Charlotte, c'est donc une des grandes acheteuses, une des grandes baronnes acheteuses de porcelaine de Sèvres au cours de cette seconde moitié du 19e siècle. Cette garniture, on est très heureux de la voir puisqu'elle appartient aujourd'hui à 2 collections particulières différentes. Donc on a pu la réunir à l'occasion d'expositions. Et on a pu, grâce à Oriane Beaufils, qui a retrouvé dans les archives Rothschild une facture de l'achat justement de cet ensemble auprès de Charles Mannheim. Donc la facture est juste présentée là, dans la vitrine, aux côtés d'autres factures d'ailleurs, d'autres achats, d'autres membres de la famille. Et donc, on apprend qu'en 1890, la baronne Nathaniel, donc Charlotte de Rothschild, achète auprès de Charles Mannheim, autre grand marchand actif notamment à Paris, cet ensemble de 5 vases qui a été en réalité réalisé à la manufacture de Vincennes. Donc la manufacture de Sèvres, elle a été installée dans un premier temps au château de Vincennes et puis elle a déménagé dans un second temps à Sèvres. Et donc c'est une garniture qui est extraordinaire parce qu'on est au début de l'histoire de la manufacture, mais on est quand même capable de faire autant de formes différentes, très complexes, sophistiquées, très sculpturales. D'une part, par ailleurs, ce qui distingue cette garniture, c'est la richesse du décor doré, également sophistiqué et très délicat, qui forme l'écrin d'un décor dit en camailleux bleu. Effectivement, quand on regarde de près, vous avez tout un décor monochrome, bleu, avec des nuances, qui créent comme ça des effets de perspective. Mais si vous regardez d'encore un peu plus près, vous verrez ce qu'on appelle les chairs colorées au XVIIIe siècle, puisqu'effectivement, les peaux, les jambes, les mains, les visages des jeunes enfants qui sont représentés ici sont traités en couleur pour leur donner un caractère un peu plus vivant. Et ça, c'est vraiment une mode qui est tout à fait caractéristique de la manufacture dans les années 1750. Donc c'est vraiment un achat tout à fait considérable de la baronne Nathaniel, Charlotte de Rothschild. Ce qu'on montre également dans l'exposition et dans cette section consacrée au marché de l'art, c'est qu'il y a eu une telle demande, en quelque sorte, pour cette porcelaine de Sèvres, on parle véritablement de Sèvremania, que vers la fin du 19e siècle va se développer un marché du faux. Des fausses porcelaines de Sèvres vont commencer à circuler comme ça, notamment à Paris, mais pas uniquement. Effectivement, il y avait une telle demande qu'il fallait, pour répondre à cette demande, en quelque sorte, produire ces faux. Les faussaires, les peintres et puis les marchands également ont été des complices de cette circulation de pièces fausses. Alors vous avez ici un rassemblement de plusieurs objets. Certains, notamment toute cette partie-là, je dirais, provient des collections de Béatrice de Rothschild. Et le plateau triangulaire qui est juste là appartenait aux collections d'un de ses oncles, Edmond de Rothschild. Un point commun entre ces objets, c'est le rose, le goût pour ce rose. Et ça aussi, c'est un trait distinctif du goût des collectionneurs de la famille Rothschild. C'est ce fond rose qui était très en vogue, très apprécié. Du coup, très imité. Alors, comment repère-t-on un faux ? C'est pas toujours évident. Évidemment, c'est les années, l'expérience, à force de voir des objets. Mais finalement, on réunit comme ça un certain nombre de critères qui permettent comme ça de trier le bon grain de livret, je dirais. Par exemple, quand on regarde cette écuelle, donc des collections de Béatrice, la forme est plutôt assez proche, très très proche même des pièces produites véritablement à la manufacture de Sèvres. Mais la palette des couleurs qui a été utilisée pour peindre les oiseaux et surtout ce fond rose, presque saumon je dirais, est un petit peu rédhibitoire et permet d'éliminer et de mettre sur le banc de touche en quelque sorte cet objet. D'autant plus qu'on voit un certain nombre de taches, il y a quand même eu des cuissons répétées probablement, qui témoignent surtout des manipulations en quelque sorte des faussaires. Autre objet intéressant, c'est cette tasse et soucoupe, on dirait gobelet et soucoupe au XVIIIe siècle à la manufacture de Sèvres. Ça, c'est un objet très connu des collections de la Villa, qui a d'ailleurs jusqu'à très récemment été considéré comme un des chefs-d'œuvre des collections de la Villa. C'est plutôt un chef-d'œuvre du faux, je dirais, mais véritablement. Pourquoi ? Parce que donc, tout est très très proche du modèle qui a inspiré la production de cet objet, vraisemblablement dans la seconde moitié du XIXe siècle. La palette de couleurs, le fond bleu, l'or et la scène qui est représentée avec cette jeune femme, vraiment imitent certaines productions de cette seconde moitié du XVIIIe siècle à Sèvres. Mais quand on y regarde de plus près, le fond bleu, qui est un petit peu visqueux, qui n'est pas brillant comme les fonds bleus de Sèvres, l'or qui est véritablement absorbé par ce fond, qui est vraiment très sombre, en réalité très brun, et même la composition peinte, un petit peu disgracieuse. Voilà, ce sont ces ensembles, je dirais, d'indices qui permettent de comprendre que cet objet n'est pas bon. Et je dirais le meilleur indice ici, c'est la marque. Au XVIIIe siècle, la manufacture de Sèvres a déployé un certain nombre de marques de la manufacture, qui permettaient d'indiquer telle pièce sortait des fours de la manufacture. Les peintres apposaient également un certain nombre de marques qui permettaient d'identifier les productions qui avaient été réalisées par tel ou tel peintre sur cet objet. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. Vous avez toutes ces marques qui ont été copiées en réalité, probablement donc dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et on a même cherché à copier la marque du peintre qu'on a cherché à imiter, un peintre qui est très célèbre au XVIIIe siècle, Charles-Nicolas Daudin, qui signait au XVIIIe siècle avec la lettre K,
K vraisemblablement pour Carolus, pour Charles-Nicolas Dodin. Et cette lettre K a été recopiée ici par le peintre, le faussaire qui a réalisé cet objet. Donc on a cherché à faire du faux Dodin, en quelque sorte, si vous voulez, dans cette seconde moitié du 19e siècle, ce qui montre bien que cet artiste, ce peintre réputé, était recherché. La difficulté de ce genre d'objet, c'est que parfois la pâte est bonne, mais le décor n'est pas bon. Effectivement, c'est difficile à le dire, mais peut-être que la pâte de porcelaine blanche sur cet objet, elle pourrait dater du XVIIIe siècle. En revanche, ça n'est pas le cas du décor. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut bien imaginer, par exemple, qu'au début du XIXe siècle, la manufacture de Sèvres, elle a dans le magasin de blanc, qui est une sorte de réserve où on stocke les pièces en blanc qui sont prêtes à être décorées par les peintres. Eh bien, on avait dans ce magasin, au XIXe siècle, un certain nombre de pièces qui s'étaient accumulées depuis les décennies précédentes, qu'on n'a pas souhaité utiliser. Les formes étaient démodées, certaines avaient des défauts. Donc, Alexandre Brognard, le directeur de la manufacture, a pris la grosse décision, grosse erreur dirais-je, la décision de vendre et de mettre notamment sur le marché de l'art parisien ces objets blancs. Et donc ces objets blancs ont été achetés, on fait le bonheur des faussaires qui n'avaient plus qu'à ajouter au XIXe siècle le décor. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé pour cet objet, mais c'est difficile de le dire. Les faussaires n'ont pas forcément laissé leur signature, donc c'est parfois difficile d'identifier qui a fait quel objet. Dans cette quatrième section, on quitte l'atmosphère grouillante des salles de vente parisiennes pour rejoindre le calme olympien des cimes de Saint-Jean-Cap-Ferrat au sein de la villa Ephrussi de Rothschild, que Béatrice avait baptisée Villa Île-de-France. Dans cette pièce, vous retrouverez une sorte de reconstitution de l'atmosphère de la villa Ephrussi de Rothschild au temps de sa propriétaire qui fit construire cet édifice entre 1907 et 1912 sur la colline de Saint-Jean-Cap-Ferrat au bord de la Méditerranée. Lorsqu'elle lègue sa villa à l'Académie des Beaux-Arts en 1934, dans son testament, Béatrice Ephrussi donne 2 principes généraux de présentation qui sont les principes Rothschild du décor et de la présentation des objets. Le musée doit conserver l'aspect d'un salon et les objets précieux doivent être présentés sous vitrine. On a là les 2 clés de compréhension de la manière dont les objets sont présentés chez les différents membres de la famille. D'une part, on vit comme dans un salon du règne de Louis XV ou de Louis XVI, au milieu des meubles, des objets et finalement de l'art de vivre du XVIIIe siècle. Et d'autre part, finalement, conformément aux principes de présentation des Habsbourg, de ces collections impériales allemandes que les Rothschild ont pu connaître, ils sont originaires de Francfort, la vitrine est finalement l'idée de ce cabinet de curiosité, d'enfermer le savoir et les créations humaines et naturelles dans des vitrines pour pouvoir embrasser d'un seul regard toutes les possibilités du vivant. Et c'est là aussi un principe que l'on retrouve dans absolument toutes les résidences familiales. Ainsi, dans cette période room que nous avons constituée uniquement à partir des collections des réserves de la villa Ephrussi de Rothschild pour ne pas la démeubler, vous trouverez à la fois des sèvres de salon, comme ces petites tasses que vous voyez ici sur la table. Elles portent 2 lettres, un B et un F, sans doute pour identifier la propriétaire, Béatrice, et son mari, Maurice Ephrussi, qu'elle affublait du petit surnom de Frousse. D'autre part, on trouve également des vitrines dans cet espace, et c'est le cas avec la vitrine que vous voyez ici contre le mur et qui présente des porcelaines à décor d'oiseaux. Grande amatrice d'oiseaux, Béatrice Ephrussi pouvait les garder en cage, dans ses volières, mais aussi dans ses vitrines, puisqu'elle a collectionné un très grand nombre de porcelaines de Sèvres à décor d'oiseaux. Donc vous trouvez les différentes typologies de porcelaines de Sèvres ornithologiques, que ce soit les porcelaines bleu lapis et or, que ce soit les fonds verts, les fonds roses, les fonds bleu céleste, et vous les trouvez finalement encagées dans cette magnifique vitrine qui provient des collections du baron Salomon de Rothschild que vous trouvez dans cette section. Ce qui caractérise aussi le goût de la baronne Ephrussi, c'est une liberté totale vis-à-vis des objets. En effet, les objets, lorsqu'ils sont produits à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, ont souvent un usage particulier et défini, et c'est pour cela qu'ils sont produits. Mais au XIXe siècle, les usages changent, et c'est le cas notamment des bourdaloux. Un article de Nice Matin rapporte notamment au milieu du XXe siècle que lorsque l'on visite la villa Ephrussi de Rothschild, on trouve des bourdaloux posés sur des tables de salon. Le bourdalou est un pot de chambre, il est conçu pour un usage de toilette, un usage intime, personnel, et la baronne Ephrussi, elle, décide de faire monter ces bourdalous en pot de fleurs, et elle équipe d'ailleurs la plupart de ces objets de doublures en métal qui sont percées de petits trous dans lesquels on peut piquer des fleurs, preuve, s'il en était besoin encore, qu'elle était assez libre lorsqu'il s'agissait d'utiliser ces objets comme il lui convenait. Parmi les 50 nuances de rose de la très riche collection d'objets Camaïeu-Carmin de la baronne Ephrussi,
Deux se distinguent particulièrement. Un petit seau à verre ordinaire du service Camaïeu-Carmin du roi Louis XV pour le château de Fontainebleau, qui avait commandé, donc à partir du début des années 1760, tout un service de cette merveilleuse teinte réalisée à partir d'or. Et puis un gobelet couvert orné d'une scène de chasse, une chasse au renard, peinte d'après un tableau de Jean-Baptiste Oudry qui avait été réalisé par l'artiste pour la salle des gardes du château de Chantilly en 1725. C'est à partir de cette commande qu'Oudry est devenu un peintre célèbre. Et Oudry est un personnage très important pour la manufacture de Sèvres. Il a donné beaucoup de dessins, des dessins de paysages, des dessins de groupes de chasse animaliers. Et donc la baronne Ephrussi de Rothschild, grande amatrice d'animaux, avait elle aussi un Oudry de porcelaine dans ses collections. Une section entière de l'exposition invite à pénétrer dans les coulisses de la manufacture de Sèvres et ainsi à mieux comprendre le processus de fabrication des objets, mais toujours, vous le verrez, à travers le regard de la famille Rothschild. On est accueillis notamment dans cet espace par cette photo monumentale qui est en fait à l'échelle. On plonge ici dans une des réserves qui existe aujourd'hui sur le site de la manufacture de Sèvres, qu'on appelle le magot. Le magot, c'est le trésor. C'est vraiment le trésor de la manufacture qui abrite des moules en plâtre qui datent pour les plus anciens du XVIIIe siècle. Vous en avez quelques exemples réels, je dirais, ici, du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Pourquoi ces moules en plâtre sont si précieux? Parce qu'ils retracent, depuis les origines de la manufacture, le processus de fabrication, tous les modèles, finalement, de formes, qu'il s'agisse de vases, ou de sculptures, ou de pièces des arts de la table, qui ont été produits à Sèvres. En réalité, ces moules, effectivement, sont des étapes clés du processus de fabrication d'un objet en céramique, et notamment en porcelaine à la manufacture de Sèvres, puisque très souvent, les objets sont le fruit de ce moulage dans ces moules en plâtre. On moule, on estampe de la pâte de porcelaine dans ces moules, souvent en plusieurs parties, on moule différentes parties, qu'on combine pour créer des formes tout à fait nouvelles à la manufacture. Le plâtre, je dirais qu'ici vous avez le négatif en quelque sorte, et de ce côté-ci, vous avez le positif, ce qu'on appelle un modèle plâtre. Le modèle plâtre, ou le modèle en plâtre, c'est, on pourrait dire, la transcription en 3 dimensions d'une forme qui a été conçue par exemple par un dessinateur. Je pense notamment à Jean-Claude Duplessis. Jean-Claude Duplessis va réaliser un certain nombre de dessins pour créer des formes. Il donne des dessins de formes à l'image de ce vase qu'on appelle urne antique au XVIIIe siècle. Et donc ce modèle plâtre, c'est en quelque sorte la transcription en 3 dimensions de ce modèle qui a été dessiné et fourni par Jean-Claude Duplessis. Transcription en 3 dimensions fort utile pour les ateliers, pour les artisans qui travaillent la pâte de porcelaine, puisque c'est en quelque sorte un repère pour eux qui mettent en forme la pâte de porcelaine. Ils peuvent, grâce à ce modèle, avoir comme une référence pour corriger, reprendre certains détails de la surface de la porcelaine tant qu'elle est crue. Vous voyez, il y a tout un tas de petits coups de crayon sur cet objet à venir prendre des mesures, prendre des références en quelque sorte sur ce modèle plâtre. Le modèle plâtre constitue en quelque sorte donc le positif finalement des moules, mais le modèle plâtre a un deuxième usage. Le modèle plâtre, effectivement, on va pouvoir venir réaliser des empreintes sur lui. Ces empreintes, finalement, c'est elles qui constituent les valves de votre moule. Et ces modèles plâtres, d'une part, on en conserve plusieurs centaines sur le site de la manufacture de Sèvres aujourd'hui, et surtout ces modèles plâtres, c'est ça qui est très intéressant, ils ne sont jamais montrés, donc on les a restaurés, un certain nombre d'entre eux ont été restaurés à l'occasion de l'exposition, sont présentés pour la première fois au public, et surtout c'est eux notamment qui nous relient à la famille Rothschild, et notamment à l'un des membres de la famille, Edmond Rothschild. Edmond Rothschild, c'est le dernier fils de James, donc on est vraiment dans la branche française. Edmond, c'est un érudit, un amoureux du dessin. Il va envoyer une femme qu'on connaît très peu, on n'a pas beaucoup trouvé d'informations sur elle, Madame de Zeppenfeld. Et Madame de Zeppenfeld va être envoyée à la demande d'Edmond de Rothschild à Sèvres. Elle va venir regarder justement ces modèles plâtres. Elle va venir faire tout un recueil, un registre on pourrait dire, avec des planches à l'encre et au lavis, pour reproduire un certain nombre de ces modèles plâtres qu'elle a vus donc dans les années 1880 à la demande d'Edmond de Rothschild. Donc à chaque fois sur les planches, vous avez plusieurs modèles plâtres avec leur nom qui a été indiqué, leur mesure qui a été indiquée également par Madame de Zeppenfeld, qui était probablement une chercheuse en réalité, on connaît mal ce personnage, donc envoyée par Edmond. Et puis vous avez par exemple ici une des formes les plus incroyables, les fantaisistes peut-être, en tout cas exceptionnelles de la manufacture de Sèvres, forme créée par Duplessis à nouveau, c'est ce qu'on appelle le vase à tête d'éléphant. Vous aviez un vase avec ces 2 têtes d'éléphant qui pouvaient se terminer éventuellement par des bobèches, un objet tout à fait extraordinaire. Donc ces planches formaient un recueil que Edmond de Rothschild avait dans ses collections, avec ses autres collections de dessins notamment.
Cette vitrine est consacrée à la célébration, je dirais, d'une des formes les plus mythiques produites à la manufacture dans les années 1750 et 1760, ce qu'on appelait un pot pourri, le pot pourri dit à vaisseau ou en navire au XVIIIe siècle, qu'on a appelé au XIXe siècle le vaisseau à mât. Et vous avez ici, dans ces trois formes en plâtre, trois modèles plâtre et dans cette pièce en porcelaine tout au bout, une sorte d'évolution de cette forme et comment justement Jean-Claude Duplessis, ce bronzier, sculpteur qui a donné donc beaucoup de modèles à la manufacture de modèles de forme, a conçu ce pot pourri tout à fait spectaculaire dont la manufacture va produire une dizaine d'exemplaires qui vont changer de main ensuite au cours du XIXe siècle. Il faut quand même savoir que la famille Rothschild, sur ces 10 exemplaires, en a possédé 5. Donc il y avait vraiment une fascination pour cette forme extraordinaire, une vraie prouesse technique. Jean-Claude Duplessis, il a produit plusieurs formes à la manufacture dans les années 1750. Vous avez ici la cuvette à masque, avec ses masques tête de lion, une cuvette à fleurs. Ici, vous avez le modèle plâtre de la terrine gondole. Cette forme était également déclinée en pot pourri gondole, donc seul le couvercle changeait. Mais vous avez toujours cette forme de cuve, avec ces chutes en quelque sorte d'eau en partie inférieure. Et finalement, c'est la combinaison de ces formes, avec l'ajout d'un couvercle un petit peu plus spectaculaire, qui a donné naissance au modèle plâtre ici du vaisseau à mât, ou du pot pourri à vaisseau ou en navire. Ici, c'est un modèle plâtre intermédiaire, puisque vous voyez par rapport à la transcription finale en porcelaine, vous avez des petites différences. En réalité, sur ce modèle plâtre, vous avez 2 propositions décoratives pour les extrémités. Vous avez une voile aussi un petit peu complexe à réaliser en porcelaine, qui finalement donc n'a pas été retenue dans l'adaptation en porcelaine. La pièce qui est ici a été réalisée en 2016 à la Manufacture nationale de Sèvres. Et vous me direz pourquoi éditer une pièce de cette ampleur d'après un modèle du XVIIIe siècle en 2016 ? Eh bien parce que la Manufacture de Sèvres, aujourd'hui, elle a une mission principale, c'est de préserver et de protéger certains savoir-faire, certains gestes qui ne sont connus en quelque sorte que par cette manufacture et par ses artisans. Et parfois, certains gestes peuvent être perdus, puisque depuis le XVIIIe siècle, on n'a pas beaucoup produit de vaisseaux à mât. Donc parfois, on se confronte, je dirais, aux gestes des artisans du XVIIIe siècle, à leur forme, et on relance la fabrication de certains modèles anciens, tout à fait spectaculaires. Et effectivement, le vaisseau à mât, c'est vraiment une forme iconique, emblématique et une des formes les plus complexes produites à la manufacture au XVIIIe siècle. Donc c'est ça l'idée d'une édition en 2016 de cette forme, c'est de se confronter à ces vrais challenges techniques pour réaliser des œuvres tout à fait extraordinaires et maintenir ces savoir-faire dans un enjeu de transmission fondamental. Donc cette pièce, elle s'inspire très précisément du modèle qui a été produit au XVIIIe siècle et qui est actuellement conservé au musée du Louvre. Le pot pourri du XVIIIe siècle qui a servi de modèle. Il avait, avant d'arriver au musée du Louvre, appartenu au XVIIIe siècle à Madame de Pompadour. Il a changé de main ensuite et au XIXe siècle, il a fait partie des collections d'Alphonse de Rothschild, le fils aîné de James. Donc c'est après un Sèvres Rothschild, je dirais, que la Manufacture de Sèvres a édité en 2016 cette œuvre extraordinaire qui, quand on y regarde de plus près, montre vraiment tout le talent de ces artisans. Il faut imaginer les dizaines d'ateliers, toutes les mains par lesquelles cette œuvre est passée, les cuissons également successives qui ont été nécessaires, tous les matériaux et notamment cet or 24 carats qui sublime cette œuvre véritable prouesse. Un pot pourri, comme je vous le disais, donc c'est un objet en 2 parties. Vous avez une cuve d'une part, un couvercle. Vous voyez bien que la forme évoque une forme de bateau, d'où le terme de pot pourri en navire ou pot pourri en vaisseau au XVIIIe siècle, ou le vaisseau à mât au XIXe siècle. Ce qui coupe le souffle, moi je trouve notamment, c'est ce couvercle qui est perforé, puisque c'est un pot pourri. On pouvait mettre des fleurs séchées, des racines séchées, notamment pour libérer ces odeurs. Eh bien, il fallait ajourer ce couvercle qui est obtenu par moulage, donc il était plein à l'origine, et ensuite, tant que la pâte était crue, un artisan de l'atelier du découpage-garnissage vient perforer alvéole après alvéole chacune de ces petites parties de ce couvercle pour créer une véritable dentelle de porcelaine extrêmement fragile, extrêmement délicate, qui couronne en quelque sorte ce chef-d'œuvre. Dans les années 1880, Madame de Zeppenfeld, donc une chercheuse probablement, est envoyée par Edmond Rothschild étudier les archives et les collections de la Manufacture de Sèvres. Elle va notamment étudier un certain nombre de dessins qui sont conservés encore aujourd'hui dans le cabinet d'art graphique des collections donc de la Manufacture de Sèvres. Elle va notamment venir regarder ce registre qu'on appelle le registre des échantillons, qui est un ouvrage qui date de la fin du XVIIIe siècle, qui est donc toujours conservé dans les archives de la Manufacture et qui est
une œuvre extraordinaire parce qu'à la fois en très bon état de conservation puisque c'est un recueil et que les décors peints qui sont à l'intérieur sont bien protégés de la lumière. Il date des années 1780 et il regroupe un certain nombre de modèles de décors pour des assiettes qui fonctionnaient peut-être comme un ouvrage qu'on pouvait présenter à la clientèle à la fin du XVIIIe siècle afin de choisir le décor que l'on souhaitait pour faire réaliser son service de table. Sur la planche que l'on montre, vous avez 2 décors pour 2 services différents et à chaque fois, toutes les pages fonctionnent de la même manière. Vous avez un numéro de modèle et le prix pour une assiette. Donc par exemple, ici, vous avez l'assiette en partie haute qui appartient au service dit service Eden, qui a été produit dans les années 1780. Et vous avez la planche juste à côté, qui a été réalisée par Madame de Zeppenfeld, donc justement dans ces années 1880, d'après ce décor. Ce qui est amusant, c'est que Madame de Zeppenfeld, elle n'a jamais strictement copié. Elle change quelques petits motifs, elle change quelques petits détails, donc ce ne sont jamais des strictes copies. C'est ça qui est assez intéressant, il y a une part d'interprétation en quelque sorte. Et donc toutes ces planches, qui sont d'ailleurs présentées également autour de moi, sont réunies, je dirais, pour la première fois depuis les années 1880 avec leur modèle d'origine, donc c'est quand même assez émouvant. C'était donc Edmond de Rothschild qui avait envoyé Madame de Zeppenfeld regarder notamment cet ouvrage. Et puis on a présenté au centre de cette vitrine ce qu'on appelle un confiturier à 3 pots, qui est un objet donc en porcelaine qui justement appartenait à l'origine dans les années 1780 à ce service. Et ce confiturier faisait partie des collections de Béatrice de Rothschild, donc qui est la nièce d'Edmond. On est en famille en quelque sorte dans cette table. Vous avez devant vous une petite sélection des pièces qui proviennent des collections de Béatrice de Rothschild et qui témoignent de sa fascination véritablement pour la créativité, la diversité des motifs décoratifs, des fonds de couleurs, des détails, le soin du détail qui caractérise le travail de la manufacture de Sèvres et de ses artisans, de ses peintres, de ses doreurs au XVIIIe siècle. Béatrice a réuni, et ça c'est vraiment un signe distinctif aussi de ses collections, des dizaines, des centaines en réalité, près de 300 tasses et soucoupes, gobelets et soucoupes, on dirait au XVIIIe siècle, qu'elle pouvait présenter dans des intérieurs probablement pour leur aspect très décoratif. C'est toujours difficile de savoir si elle utilisait véritablement ces objets, mais c'est plutôt clairement l'aspect décoratif qui l'intéressait, puisqu'elle a réuni à chaque fois des spécimens différents, comme si elle voulait faire en quelque sorte un catalogue, une histoire de la richesse du décor produit à la manufacture de Sèvres dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors on quitte les fours et les ateliers de la manufacture de Sèvres pour gagner le cœur des résidences Rothschild. Dans cette section, tout le long de cette galerie, vous pouvez découvrir 4 résidences qui ont appartenu à la famille, 4 résidences assez mythiques, le château de Ferrières, le château de Mensmore, l'hôtel Ephrussi et le château de Wadston Manor. Ce sont dans ces résidences que les porcelaines de Sèvres ont élu domicile, qu'elles ont été exposées, présentées, choyées. Elles ont pu changer de pièce, parfois changer de château, mais elles ont toujours occupé au sein de ces décors une place absolument capitale. Pour comprendre ce goût Rothschild et la place des objets dans les décors des résidences, il faut partir à la rencontre d'un homme, et quel homme, Eugène Lamy, le père finalement fondateur de la décoration intérieure. Eugène Lamy a probablement rencontré pour la première fois James et Betty de Rothschild en 1844 au château de Chantilly lors de l'inauguration des petits appartements. Une amitié très forte va se nouer entre l'artiste et tous les membres de la famille jusqu'à sa mort en 1890. Il a livré de très nombreuses représentations et projets de décors pour différents membres de la famille. Et pour la première fois sont présentées dans cette exposition les 12 aquarelles que Eugène Lamy réalise au début des années 1860 pour James de Rothschild au château de Ferrières. À partir de ces 12 aquarelles, qui constituent une sorte d'acte de naissance de l'histoire de la décoration intérieure, on peut véritablement visiter Ferrières, passer de la salle à manger Henri II au salon Louis XVI, passer du salon des tapisseries Louis XV jusqu'aux grands escaliers, et on découvre vraiment comment chaque objet occupe une place très particulière et qui parfois est resté intangible pendant plus d'un siècle. Eugène Lamy, on le voit notamment sur cette aquarelle, ici, assis dans le grand hall du château de Ferrières, dont il a été le premier décorateur et le premier maître à penser. Lui-même voyageait avec la baronne Betty de Rothschild à la recherche d'objets pour meubler le château dont il avait charge du décor. Et ça montre à quel point architecture et objets étaient liés dans l'esprit de la famille et dans l'esprit de leurs décorateurs.
Nous nous trouvons maintenant dans le grand hall du château de Ferrières et vous avez ici l'un des premiers projets préparatoires sur papier d'Eugène Lamy pour ce décor et finalement le dessin définitif de cet espace absolument emblématique du château de Ferrières. Il était recouvert d'une tenture à fond vert, une tenture de damas vert, et on y trouvait certains des objets les plus exceptionnels de la collection, une véritable galerie de portraits aristocratiques, de peintures espagnoles, françaises, anglaises, flamandes, du XVIe au XVIIIe siècle, avec des chefs-d'œuvre de Rubens, de Van Dyck ou de Velázquez, mais aussi des objets d'art, un magnifique buste du prince de Condé, une très grande horloge, des cabinets en marquet triboule et une tribune monumentale conçue par Charles Cordier avec les 4 parties du monde représentées dans différents types de marbre. Ce qui donne une très grande vivacité et une très grande fantaisie à ces aquarelles, c'est aussi qu'on sent la vie s'y développer. Vous avez dans chacune de ces aquarelles des personnages qui occupent les espaces. Là, ce sont 2 dames, finalement, qui traversent le grand hall en costume du Second Empire. Ici, vous avez même les chiens des membres de la famille qui sont là dans la salle à manger, autour d'eux. On reconnaît le baron James de Rothschild, sans doute ses fils qui sont autour, dans cette salle à manger qui est dans un style Henri II, très à la mode au XIXe siècle, ce style qui évoque la Renaissance française avec des bois plus sombres et des coloris plus sourds. Ici, vous avez la galerie du château de Ferrières à l'étage, celle qui dessert les différentes chambres, les différents appartements, avec de dos, contemplant la statue grecque qui est au bout de l'enfilade, un personnage énigmatique qui pourrait être la silhouette du baron Gustave de Rothschild. Presque côte à côte, 2 salons du château de Ferrières se répondent sur ce pilastre. D'un côté, le salon de famille qui était séparé par des grandes colonnes en marbre bleu turquin. Ces colonnes bleu turquin, cette variété du style, cet éclectisme évoque aussi le goût anglais, l'anglophilie très forte à la fois des barons de Rothschild et d'Eugène Lamy qui travaillent pour la reine Victoria, qui représentent différents châteaux anglais, mais aussi Buckingham Palace, etc. Et on y voit là encore le baron Gustave et son épouse Cécile devant les cheminées monumentales, les grandes cheminées qui rappellent les cheminées à la française de ce salon de famille. Et l'une des cheminées est d'ailleurs encore aujourd'hui ornée du buste en onyx de Betty de Rothschild, sculpté là encore par Charles Cordier. Le salon du baron, que l'on trouve juste en dessous, faisait intégralement partie de l'appartement de James de Rothschild lors de la création du château de Ferrières. Et puis, il est devenu un salon plus familial qu'on a appelé par la suite le salon des tapisseries. Et sur cette aquarelle d'Eugène Lamy, on voit un salon Louis XV avec des boiseries à la capucine, des tableaux de chiens à l'arrêt de Desportes, du mobilier confortable, un coffre en marquet triboule. Bref, dans ce décor opulent, au mobilier confortable, dont on devine la silhouette d'une baronne de Rothschild, concentrée sur sa lecture dans un fauteuil crapaud devant la cheminée, eh bien, on voit encore à quel point le goût Rothschild est synonyme de variété, d'excentricité, d'opulence et surtout de goût. Alors vous allez me dire où sont les porcelaines de Sèvres au château de Ferrières. Il y en avait, mais elles étaient vraiment concentrées à la fois dans les appartements privés du baron James et de la baronne Betty de Rothschild. Betty était vraiment amoureuse de porcelaine de Sèvres, mais aussi dans le salon blanc, le grand salon Louis XVI du château. Dans toutes les résidences de la famille, le grand salon de réception était dans un style néoclassique, avec des boiseries claires, des motifs à l'antique, des pilastres, des colonnes. Et c'est dans ce salon qu'on trouve la plupart des porcelaines de Sèvres du château de Ferrières. Là encore, le salon n'est pas vide, il est occupé par les membres de la famille. On reconnaît la baronne Adèle de Rothschild, qui a été récemment endeuillée, peut-être le baron James, peut-être la baronne Betty, ce n'est pas toujours très facile de l'identifier, mais ce qu'on identifie à coup sûr, ce sont les 2 cabinets que vous avez au fond de cette aquarelle et qui sont ornés de grandes plaques en porcelaine de Sèvres. Ces plaques, ce sont celles que nous avons vues au rez-de-chaussée, les plaques représentant les épisodes de la vie de la sultane, peintes par Pitou, d'après les peintures d'Amédée Van Loo. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce décor, la place de ces meubles dans le salon, n'avait pas changé un siècle plus tard, lorsqu'Alexandre Sérébriakov, aquarelliste du XXe siècle, représente, à la demande de Guy et Marie-Hélène de Rothschild de Salon Blanc, les 2 meubles avec leurs plaques de porcelaine sont toujours là. Finalement, le temps passe, mais Eugène Lamy reste. Eugène Lamy est toujours très précis lorsqu'il représente les objets. Chaque objet est à sa place. Au centre de la table, on distingue un vase monté, très probablement en porcelaine de Sèvres à fond rose. Il pourrait s'agir d'un pot pourri à feuilles de myrte, de ces grandes formes créées par Duplessis. Il en existe un exemplaire au château de Wadston Manor, qui a appartenu à Edmond de Rothschild, le fils de James. Peut-être est-ce celui présenté sur cette table, peut-être pas.
Poursuivons notre traversée du château de Ferrières pour aboutir dans ce petit fumoir qui a disparu aujourd'hui et qu'Eugène Lamy avait peint au XIXe siècle de peintures murales représentant le carnaval de Venise, pour lesquelles un certain nombre de dessins préparatoires sont encore aujourd'hui conservés. Là encore, on y voit le baron Alphonse de Rothschild, le père de Béatrice, avec la sœur aînée de Béatrice et Frucy, Bettina de Rothschild, que vous voyez là, et probablement ses frères qui sont présentés à côté. Et puis lorsque l'on quitte le rez-de-chaussée pour atteindre l'étage du château, eh bien on emprunte ce grand escalier orné de grandes peintures de chasse, des grands tableaux de Snyders notamment. Et l'on voit ici dans cet escalier une dame tenant une petite fille par la main. Et cette petite fille est très probablement Béatrice, la future Béatrice et Frucy de la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui a donc elle aussi été immortalisée par le grand Eugène Lamy. C'est dire à quel point elle est centrale dans l'histoire du goût Rothschild. La cage d'escalier est absolument magnifique. Le décor est encore en partie conservé aujourd'hui, avec les boules en marbre jaune de Sienne, l'escalier qui est presque incrusté de faux émaux de Limoges et de faux camées, avec des décors qui évoquent également les ornements de l'école de Fontainebleau. Et donc c'est en gravissant les marches de cet escalier qu'on pouvait accéder à l'étage du château et aux appartements des membres de la famille. L'escalier que l'on voit juste en dessous n'a pas cette forme. C'est l'unique aquarelle d'Eugène Lamy pour le château de Ferrières qui n'est pas conforme à ce que l'on voit aujourd'hui dans le château. C'est probablement un projet préparatoire et ce n'est pas celui qui a été retenu aujourd'hui puisque l'escalier n'adopte pas cette forme de fer à cheval. Néanmoins, sur les marches, entourées de plantes et sous un magnifique plafond peint, eh bien, on distingue la silhouette du baron Alphonse de Rothschild qui nous invite finalement à entrer chez lui. On retrouve ici le baron Alphonse dans l'intimité de ses appartements. Il a son frac posé sur le lit, ses souliers vernis, prêts à être enfilés pour descendre dîner. Et on reconnaît immédiatement sa silhouette, ses favoris et sa mine bonhomme dans cette chambre de dame à rouge qui était la sienne au château de Ferrières. Et là aussi, on peut identifier chacun des objets que l'on voit dans cette chambre. La pendule à l'éléphant qui est sur la cheminée, le portrait de dame Florentine qui est au-dessus de son lit. C'est toute l'atmosphère de sa vie privée que l'on retrouve ici sur cette aquarelle particulièrement charmante d'Eugène Lamy. Et on quitte maintenant le château de Ferrières pour retrouver Eugène Lamy en Suisse, au château de Prégny, un magnifique château construit toujours par la même équipe, Paxton et puis son gendre, Stokes, pour le baron Adolphe de Rothschild. Et cette aquarelle, elle montre l'intérieur de l'un des salons de Prégny. Le goût y est ici beaucoup plus centré sur la Renaissance. On voit la sculpture de Vénus d'après Gian Bologna, les cabinets de Pierre Gaulle en ébène, les majoliques, les émaux, et puis peut-être la silhouette de Julie de Rothschild au fond, qui fait visiter son extraordinaire château. Construit en Seine-et-Marne, non loin de ce qui est aujourd'hui la ville de Bussy-Saint-Georges, le château de Ferrières est une création néo-renaissance imaginée pour James de Rothschild par Joseph Paxton, l'architecte qui avait conçu le Crystal Palace lors de l'exposition universelle à Londres en 1851. C'est un château gigantesque dans lequel la plupart des membres de la famille Rothschild ont grandi et tous racontent leurs souvenirs du château de Ferrières, que ce soit Béatrice et Frucy ou plus tard le baron Guy de Rothschild qui se souvient y avoir joué dans les souterrains étant enfant. Ferrières, c'est un temple du goût, c'est véritablement le musée de l'histoire de la branche française de la famille Rothschild et les objets étaient présentés dans des spectaculaires vitrines, un peu comme celles que vous pouvez voir devant vous aujourd'hui, et la porcelaine de Sèvres occupait une place de choix dans les décors du château de Ferrières. Les objets que vous voyez dans cette vitrine ont tous, à un moment ou l'autre de leur vie, appartenu au décor de cet extraordinaire château. Certains, comme les petites cuvettes Courteil que vous voyez sur les côtés ici, ont été mélangés dans le grand hall de l'orfèvrerie d'Augsbourg, des buis sculptés, des émaux de Limoges, de la faïence, dans des vitrines de Kunstkammer, véritablement, où se mêlaient les objets les plus beaux de la collection du baron James. D'autres ont plutôt été réservés à l'intimité du salon. C'est le cas de cette paire de 3 pots pourris à jour qui ont appartenu à Madame de Pompadour et qui ont ensuite élu résidence au château de Ferrières avant de se retrouver au manoir Sans Souci, près de Chantilly, qui a appartenu à Édouard de Rothschild, où ils étaient présentés sous le portrait de la baronne Betty de Rothschild par Jean-Auguste Dominique Ingres, véritable Joconde de la peinture familiale. Au centre de la vitrine se trouve une exceptionnelle plaque en porcelaine de Sèvres, en pâte dure de Sèvres, un portrait de la reine Anne de Clèves, l'une des épouses du roi Henri VIII, que vous trouvez ici, peinte sur porcelaine par Marie-Victoire Jacotot. C'est un objet absolument extraordinaire, rarissime, acheté par James de Rothschild en 1845 et qui a probablement été présenté à Ferrières
avec tous les grands portraits de l'histoire de l'aristocratie européenne que le baron James a collectionnés, ce qui montre bien qu'en porcelaine ou sur panneau, eh bien, ce sont les portraits et l'histoire de l'Europe qui ont fasciné le baron James de Rothschild. Autour de cette vitrine, on trouve les portraits à la fois de James de Rothschild, là-bas, et puis ici de Charlotte de Rothschild, sa fille aînée, qui était une très grande collectionneuse, qui elle aussi a beaucoup vécu au château de Ferrières, puis qui a eu son hôtel particulier rue du Faubourg Saint-Honoré, dans l'hôtel qui habite aujourd'hui le Cercle de l'Union interalliée. Elle est représentée ici par le peintre Jérôme, au centre de la galerie qu'elle a conçue dans son hôtel particulier. Elle est donc représentée ici comme Rothschild, mais surtout comme collectionneuse. Autre chef-d'œuvre architectural de l'histoire de la famille Rothschild, le château de Mentmore, situé à quelques kilomètres de Londres, a également été conçu par Joseph Paxton, mais cette fois pour Mayer Amschel de Rothschild, le cousin anglais de James. James aurait d'ailleurs dit à Paxton « Faites-moi un Mentmore, mais en plus grand, pour la conception du château de Ferrières ». Mayer Amschel de Rothschild est un très grand collectionneur de peintures, de tapisseries, de porcelaine de Sèvres. Lui aussi, il établit un grand hall aux proportions monumentales dans le château de Mentmore et il transmet ce goût de l'architecture et de la collection à sa fille, Anna, qui épouse Lord Rosebery. Et on voit ici un portrait de la jeune Anna dans le grand hall du château de Mentmore, devant cette très grande cheminée en marbre, dont on a beaucoup dit qu'elle venait de la maison de Rubens à Anvers. Dans cette reconstitution du grand hall du château de Mentmore, avec les tapisseries ornées des mois Lucas que l'on trouvait dans le grand hall de Mayer Amschel de Rothschild, on trouve aussi ici des collections de porcelaine éblouissantes. C'est le cas de cette paire de pots pourris dits Pompadour, de taille spectaculaire, ornée d'une magnifique dorure sur fond violet. Mayer Amschel de Rothschild a dû beaucoup affectionner cette forme, puisqu'il a eu 5 pots pourris Pompadour dans ses collections. Dans la vitrine, on trouve également d'étonnants objets, des plateaux à huîtres en porcelaine de Sèvres, avec chacune de ces petites écailles d'huîtres permettant d'accueillir une huître, donc, mais aussi un seau bleu céleste qui faisait la couverture du catalogue de la vente des collections de Mentmore en 1977, ou encore un vase ferré, là encore une forme très appréciée par les membres de la famille Rothschild, et que l'on retrouve ici et là sur les photos anciennes du château de Mentmore. Si les Rothschild ont collectionné les porcelaines de Sèvres et les châteaux, ils ont aussi collectionné les hôtels particuliers. Ici, nous vous propulsons dans l'ambiance de l'hôtel Ephrussi, situé avenue Foch, un hôtel particulier qui avait été conçu au XIXe siècle, qui était l'hôtel de Montpelat et qui avait accueilli notamment le duc de Nemours, le second fils du roi Louis-Philippe, et qui est acheté par Béatrice et Maurice Ephrussi au moment de leur mariage en 1883. Si l'on pense souvent, lorsque l'on parle des résidences Rothschild, au château de Ferrières et à l'hôtel Lambert, on oublie souvent l'importance de l'hôtel Ephrussi, qui a été véritablement le quartier général de la famille pendant une grande partie du XXe siècle. Donc cet hôtel est occupé par Béatrice Ephrussi jusqu'à sa mort en 1934. Elle le donne alors à son frère, le baron Édouard de Rothschild, qui s'y installe avec son épouse, Germaine, la baronne Germaine de Rothschild, née Alphen, qui était la fille d'un grand compositeur, et elle aussi une très grande amoureuse de céramique. Dans l'hôtel Ephrussi, la présentation des collections est absolument spectaculaire. Les albums de photos qui ont pu être retrouvés, qui montrent l'ameublement de cet hôtel au moment de la mort d'Édouard de Rothschild en 1949, montrent des petits pans de murs, comme dirait Marcel Proust, absolument éblouissants. Ainsi, pour essayer de restituer cette atmosphère, nous avons présenté ici parmi les plus grands chefs-d'œuvre de la manufacture qui ont appartenu aux collections de cette branche de la famille. Vous trouvez effectivement sur la commode le fameux pot pourri à vaisseau de Madame de Pompadour, absolument un chef-d'œuvre absolu des collections Rothschild. Autour, on trouve les vases dits de Fontenoy. Sur ces vases, vous avez la superposition de peintures roses et de peintures bleues, et par un phénomène de trompe-l'œil, on a l'impression qu'avec la dorure, il y a comme le grattage de l'un sur l'autre, ce qui donne ce sentiment de marbrure extrêmement rare, extrêmement prisé à la manufacture de Sèvres. Au centre de la pièce se trouvent 3 objets, 2 guéridons et un curieux seau d'atour. Ce seau d'atour a été réalisé par l'ébéniste Saunier. Il est orné de très grandes plaques de porcelaine de Sèvres à motif de fleurs, réalisées par Taillandier. Et à l'intérieur, on trouvait une doublure en métal qui permettait d'apporter de l'humidité pour nettoyer des rubans, des petits objets de tissu, des petits objets de toilette, des dessous peut-être, qui ont appartenu à la Madame Dubarry, qui est celle qui a commandé ce petit seau d'atour, qui a pris place d'abord à l'hôtel Saint-Florentin chez Alphonse de Rothschild, avant de rejoindre les collections d'une autre membre de la famille, la baronne Liliane de Rothschild. Ici se trouve une très étonnante petite table, l'étendue d'un plateau, qui porte un décor de véritables plumes d'oiseaux, de martins pêcheurs, d'ailes de papillons, de petits insectes,
incrustées dans de la cire, créant une sorte de mosaïque ornithologique, création extrêmement rare qui est due à Jean-Jacques Etlinger, qui a été le directeur de la manufacture de Sèvres à la toute fin du XVIIIe siècle et qui a donc conçu ces nouveaux décors ornithologiques pour la manufacture. Donc ça peut paraître étonnant de voir ces plumes d'oiseaux dans de la cire dans une exposition sur la porcelaine de Sèvres, mais c'était bien des créations de la manufacture et des créations très appréciées des Rothschild. En dehors de cette petite table dont le piétement est conservé dans une collection particulière à Paris, eh bien on connaît un autre grand cabinet, un médaillé, réalisé avec un décor de plumes d'oiseaux montées dans de la cire. C'était le grand cabinet de Louis XVI, conservé au château de Versailles, dans son cabinet des médailles, et qui a lui aussi appartenu à Alphonse de Rothschild. Cet espace évoque l'une des plus importantes résidences qui a été construite par l'un des membres de la famille Rothschild dans la seconde moitié du XIXe siècle, le château de Waddesdon Manor, qui existe toujours aujourd'hui, qui appartient au National Trust et qui est à peu près à 1 heure à l'ouest de Londres, qui a été construit donc, dans les années 1870-1880 par Ferdinand de Rothschild. Ferdinand, il appartient à la branche viennoise de la famille, mais très jeune, notamment suite au décès de sa mère, il va rejoindre la Grande-Bretagne et il va passer toute sa vie en réalité. Il va également perdre sa femme Evelina assez jeune en couche et donc va assez rapidement également se plonger, je dirais, dans l'art de la collection et rassembler des objets extraordinaires du XVIIIe siècle français. Parmi ceux-ci, vous avez ici un vase incroyable qui est probablement un des plus beaux chefs-d'œuvre des collections de Waddesdon Manor, un vase hollandais qui se caractérise par un décor d'oiseaux qui a été peint par l'un des plus grands peintres également de la manufacture de Vincennes et de Sèvres, peintre spécialisé dans la représentation des oiseaux, c'est Louis-Denis Armand. Armand se caractérise par ce travail très riche au point de vue de la couleur, ce caractère très vivant des oiseaux qu'il a tant affectionné. Il a beaucoup étudié d'ailleurs les oiseaux vivants eux-mêmes pour réaliser et retranscrire ces animaux en quelque sorte sur porcelaine. Donc là vous avez deux volatiles qui sont en train de chasser un tout petit discret escargot. Donc en plus c'est une scène extrêmement amusante qui est enchâssée, je dirais, dans un décor doré extraordinaire là aussi, très libre en quelque sorte, mais surtout très abondant, un véritable écrin qui fait de cet objet l'un des plus beaux chefs-d'œuvre des collections de Ferdinand, qui, au moment où il achète d'ailleurs cet objet, à la fin du XIXe siècle, aménageait justement des volières dans le parc de sa résidence de Waddesdon Manor. Donc il y a toujours un écho souvent chez les Rothschild entre leur environnement naturel, ces volières, et les collections qu'ils rassemblaient. Le château de Waddesdon Manor va être transmis à la mort de Ferdinand, qui meurt sans enfant, à sa sœur Alice. Et Alice va à la fois perpétrer le souvenir de son frère, conserver le château, les collections, et va les enrichir également. Et c'est ce qu'on montre en quelque sorte avec le deuxième ensemble de porcelaine qui est ici à gauche, qui proviennent également de Waddesdon Manor. Vous avez une cuvette Mahon au centre, et puis de part et d'autre, deux petits bras de lumière en forme de candélabre, de petites colonnes torses, comme ça. Ces objets ont été donc achetés par Alice, la sœur de Ferdinand, qui, comme je vous le disais, complète, enrichit, sublime, je dirais, les collections de son frère. Alice va décéder sans enfant et va donc transmettre la résidence et les collections à l'un de ses petits-neveux qui est James Armand, dit Jimmy de Rothschild, qui lui appartient à la branche française de la famille. C'est le fils d'Edmond de Rothschild notamment. Et Jimmy va arriver à Waddesdon Manor avec un des objets, mais avec beaucoup d'autres invités, mais on l'évoque ici, Jimmy, avec ce vase à tête d'éléphant qui a été conçu par Jean-Claude Duplessis, qui date là de l'année 1758. Pour être précis, ce vase, il appartenait d'abord aux collections du père de James Armand, Edmond. C'est donc Edmond qui avait acheté cet objet, qu'il avait transmis à sa mort à son fils, et son fils ensuite va arriver à Waddesdon Manor avec cet objet qui témoigne de la fantaisie et de la créativité de Jean-Claude Duplessis qui a conçu ce modèle, avec ces têtes d'éléphant tout à fait spectaculaires qui, quand on regarde de près, montrent un soin du détail, puisque les petits poils en quelque sorte de l'animal dans les oreilles ont été réalisés ici avec des petits coups de pinceau et d'or en quelque sorte. Donc c'est une œuvre très sculpturale, très riche aussi en couleurs, avec ce fond vert qu'aimaient beaucoup les différents membres de la famille Rothschild. Il faut bien imaginer également qu'à l'extrémité des trompes, vous avez une perforation, puisqu'on pouvait mettre des bobèches en quelque sorte. Donc ces objets étaient décoratifs, mais étaient même utilitaires, puisqu'ils étaient source de lumière, en tout cas au XVIIIe siècle. Les Rothschild ont aussi été de très grands amis des musées et les collections publiques françaises ont pu s'enrichir tout au long du XXe siècle de nombreux objets d'art qui proviennent de leurs collections.
Il y a d'abord eu en 1922 le legs de la baronne Adèle de Rothschild, que vous voyez ici représentée par Charles Escaut. Elle a été veuve très jeune, a fait construire l'hôtel que l'on appelle aujourd'hui l'hôtel Salomon de Rothschild, où elle avait réuni une merveilleuse collection d'objets d'art, dont ce vase dit à l'amour falconet, dont la forme architecturale très spectaculaire, très pensue, et comme adoucie par le magnifique décor peint de fleurs et de fruits qui évoque presque la peinture de Chardin. Ce vase, il était présenté dans des vitrines qui montraient également des objets d'orfèvrerie, comme la Daphné de Jamnitzer, aujourd'hui conservée au château d'Écouen, ou le vase pendule Boiseau en porcelaine de Sèvres, qui est aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Preuve donc encore une fois de plus de cet éclectisme des vitrines des résidences Rothschild. 12 ans plus tard, en 1934, c'est Béatrice Ephrussi qui lègue à l'Académie des Beaux-Arts la Villa Île-de-France à Saint-Jean-Cap-Ferrat et les 6000 objets de ses collections. Parmi ces 6000 objets se trouve une garniture, la garniture de 3 vases dits des âges de la vie, puisque selon la grandeur du vase, vous trouvez des personnages à différents stades de l'existence. Vous avez ici des jeunes femmes et des hommes d'âge plus mûr. Il manque la 3e grandeur où on voit des enfants. Et c'est grâce à ce legs qu'en Europe, on peut voir dans une collection publique ce type de garniture particulièrement sculpturale, qui date de l'année 1779, puisque c'est le seul exemplaire connu dans une collection publique européenne d'une garniture des âges, et ça, c'est grâce à Béatrice Ephrussi. D'autres mécanismes que les donations de résidences ont pu permettre de faire rentrer des objets dans les collections publiques, il y a eu des dons d'objets particuliers, individuels. C'est le cas de ce merveilleux vase à médaillon qui a probablement fait partie des collections de la baronne Betty de Rothschild, finalement la première des grandes baronnes françaises de la famille, et puis qui a traversé les générations pour arriver dans les collections d'Élie et Liliane de Rothschild. Et c'est cette dernière, Liliane de Rothschild, une amie des musées, une amie des conservateurs, qui a offert au musée du Louvre ce magnifique vase à l'antique, dont vous voyez la forme extraordinairement à la grecque, avec les méandres, avec ces petits médaillons peints en camée. Donc c'est vraiment un vase extrêmement rare et les collections publiques ont pu l'acquérir grâce à ce don. Le musée du Louvre a également pu s'enrichir en 1990 d'un ensemble spectaculaire d'objets en porcelaine de Sèvres, parmi lesquels ce secrétaire à cylindre de l'ébéniste parisien Leleu, dont on observe encore la richesse de la marqueterie, de fleurs et de trophées, mais aussi ces plaques de porcelaine de Sèvres qui ornent la façade, mais aussi les côtés du meuble. En même temps que ce secrétaire à cylindre, la grande commode à plaques de porcelaine de Madame du Barry, l'un des gobelets à dauphin, rarissime forme d'objets en porcelaine, et une autre commode à plaques, plusieurs petites tables, un grand nombre d'objets entrent dans les collections du musée du Louvre grâce à une dation, c'est-à-dire un don d'objets contre exonération des droits de succession en 1990 des héritiers du baron Edmond de Rothschild, dont vous voyez le portrait ici. Cette nouvelle procédure administrative d'acquisition pour les musées a ainsi permis de faire entrer dans les collections publiques un ensemble spectaculaire d'objets ornés de plaques de porcelaine de Sèvres. On parle dans cette exposition de la France, mais il ne faut pas oublier que les Rothschild ont également permis la création de la salle Rothschild du Musée national d'Israël à Jérusalem, dans lesquelles se trouvent encore d'extraordinaires vases de Sèvres, mais aussi des donations qui sont faites au Museum of Fine Arts de Boston par les héritiers de la branche viennoise de la famille. Donc, depuis toujours et encore sans doute pour de nombreuses décennies, les Rothschild sont des amis des musées. Dans une section d'exposition, nous avons souhaité aborder une période plus sombre de l'histoire qui a traversé la famille, la période de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle, dans le contexte de l'émergence du Reich allemand et de la politique antisémite, notamment justement du régime nazi, mais également du régime de Vichy, la famille Rothschild, en France, mais également dans le reste de l'Europe, va quitter justement l'Europe, va fuir, parfois en devant abandonner ses résidences et ses collections, qui vont être pillées et spoliées par les Allemands, mais également par le régime de Vichy en France. J'en parlerai après. Je vais prendre d'abord l'exemple de l'Autriche. On va aller à Vienne, dans la branche viennoise de la famille. Je vous montre ici une vue qui a été réalisée par Antoine Zauger. Antoine Zauger, qui est un artiste français, élève notamment de Viollet-le-Duc, qui va venir, dans la seconde moitié du XIXe siècle, réaliser le décor d'une des résidences de Nathaniel de Rothschild, surnommé Peggy. Nous sommes Theresienumgasse à Vienne, et donc Peggy, Nathaniel, aménage cette résidence avec l'architecte Jean Girette, qui est également un architecte français. Il va faire aménager cette résidence, qui témoigne aussi de ce qui fait le goût Rothschild, en quelque sorte de toutes ces références historiques, à l'intérieur notamment dans le décor et également dans la façade de cette résidence. Vous avez par les
voûtes par les décors sculptés, la référence au XVIIe siècle. D'autres motifs nous évoquent le XVIIIe siècle. Donc c'est dans cette résidence que se déployaient les importantes collections de porcelaine de Sèvres de Nathaniel, dit Peggy. Nathaniel, à son décès, il n'a pas d'enfant. Il va transmettre ses collections à Alphonse de Rothschild, donc de la branche viennoise. Alphonse va hériter de cette résidence, de ses collections, et c'est Alphonse qui va devoir quitter l'Europe, justement, dans ces années, juste au moment de l'Anschluss, en 1938. Il va partir, s'exiler, et pour aller jusqu'aux États-Unis. Et donc, il va devoir abandonner cette résidence, qui va être prise d'assaut, en quelque sorte, par les Allemands, qui sera détruite d'ailleurs en 1944, et les objets que cette résidence contenait seront spoliés par les nazis. Dans cette vitrine, nous présentons donc des objets en porcelaine, notamment, qui ont fait partie des collections donc, de Nathaniel de Rothschild. Vous avez notamment une marque de billard qui est prêtée par le château de Versailles, et également ici une cuvette Verdun. Donc ces deux objets ont appartenu à Nathaniel. Il les a transmis à son neveu Alphonse, à son décès. Et c'est donc à Alphonse et son épouse Clarisse que ces objets vont être spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces objets sont des véritables trésors dans les collections d'abord de Nathaniel puis d'Alphonse. Cette marque de billard, c'est un objet qui est unique au monde, qui est assez extraordinaire. C'est une plaque en fait sur laquelle, si vous regardez de près, vous verrez des boules de billard, mais également des queues de billard et des points. En fait, on pouvait marquer les points au cours d'une partie de billard. Donc ça, c'était un objet très très beau et très précieux que Nathaniel, avant de le transmettre à Alphonse, affectionnait particulièrement. Cet objet, au XVIIIe siècle, il avait appartenu à Louis XVI et il ornait le salon du billard de Louis XVI au château de Versailles. D'abord, il a été spolié à Alphonse de Rothschild, il a été ensuite restitué à l'issue de la guerre, il a changé de main, la veuve d'Alphonse de Rothschild l'avait mis en vente à New York et il a pu être opéré par Pierre Verlet au cours du XXe siècle et ensuite, plus tard, être acheté par le château de Versailles et aujourd'hui, il a pu rejoindre comme ça les appartements intérieurs du château de Versailles. L'autre objet qui est ici a subi la même histoire, donc il appartenait aux collections d'Alphonse, il a été spolié par les Allemands. Il a été restitué à la demande de Clarisse à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alphonse étant décédé pendant la Seconde Guerre mondiale, Clarisse demande la restitution de cet objet et va le récupérer et le revendre bien plus tard dans son histoire. C'est un objet qui est tout à fait extraordinaire, qui signale le goût pour ce fond vert qui caractérise les membres de la famille Rothschild, mais également cet or incroyable, cet or avec ses motifs de roseau qui est tout à fait rarissime. Donc ça, c'est un objet qui est prêté par un collectionneur particulier et on en est très heureux. Dans cette vitrine, on voit également cette caisse en bois avec un certain nombre de fiches qui documentent assez précisément le retour des objets, la restitution des objets qui appartenaient justement à Clarisse et à Alphonse de Rothschild, à la branche donc viennoise de la famille. Et donc sont précisés, ces documents sont rédigés en allemand par les membres de la famille très probablement ou par des membres du personnel, précisent où avaient été stockés pendant la guerre ces objets par les nazis et à quelle date ils sont revenus dans la famille. Vous êtes ici devant une paire de vases qui faisait partie, à partir de la fin du XIXe siècle, des collections d'Alphonse de Rothschild, donc de la branche française, fils de James. Une paire de vases avec un fond bleu tout à fait extraordinaire qu'on appelle le bleu nouveau ou le beau bleu à la manufacture au XVIIIe siècle, avec de grands cartouches peints, probablement par Charles-Nicolas Daudin, donc grand peintre de figures à Sèvres, d'après des compositions de François Boucher. Cette paire de vases fait partie des collections d'Alphonse. Il va, à sa mort au début du XXe siècle, les transmettre à son fils Édouard. Et donc, en 1940, Édouard quitte la France et quitte notamment son hôtel particulier de la rue Saint-Florentin où étaient ces objets. Et ils vont être donc saisis, spoliés par les Allemands et emportés en Allemagne avec eux. Ces objets vont être spoliés avec la caisse qui les accompagnait, la grande caisse qui est ici en partie inférieure. Et ce sont très probablement les Allemands qui ont affublé cette caisse, qui avait été réalisée à la fin du XIXe siècle, déjà à l'époque d'Alphonse de Rothschild. Cette caisse va être affublée très probablement par les Allemands de cette espèce d'immatriculation, probablement liée à des convois. Il faut bien imaginer que ces collections ont été spoliées donc par les Allemands, par notamment l'administration qu'on appelle l'ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Ça signifie le commando spécial du Reichsleiter, c'est-à-dire d'une sorte de haut gouverneur du régime nazi qui était Alfred Rosenberg, qui lui était à Berlin, qui avait des hommes de main en quelque sorte qui travaillaient directement à Paris pour ces spoliations. Et donc c'est l'ERR qui a perpétré cette spoliation et envoyait des convois quotidien par le biais de la gare du Nord pour ensuite exporter les objets jusqu'en Allemagne. Les objets, où allaient-ils ? Parfois en réserve parce que Hitler avait un projet d'une sorte de musée universel à Linz en Autriche. Il rassemblait comme ça tous ces objets qu'il pillait, notamment à beaucoup de membres de familles juives et de collectionneurs, mais également de marchands, notamment juifs. Les Rothschild n'ayant pas été les seules victimes, bien sûr, de ces pillages. Autre destination, c'est les collections de Hermann Göring, donc un haut représentant du régime nazi qui était aussi un amateur d'art, qui collectionnait énormément d'objets, qui a
profiter en quelque sorte de ces pillages. Parfois également les collections du Führer Adolf Hitler également bénéficiaient de ces pillages. À l'issue de la guerre, ces objets ont tous été restitués à Édouard de Rothschild. Et je voudrais signaler le rôle de Guy, le fils d'Édouard, justement, qui a joué un rôle assez fondamental au moment des restitutions pour différents membres de sa famille, un représentant en quelque sorte, si vous voulez, de plusieurs membres de la famille, dans ces années d'après-guerre où il a fallu parfois se battre, prouver, se défendre pour récupérer ces objets au sein de la famille. À la fin de la vie d'Édouard, en 1949, Édouard décède. Cette paire de vases va rejoindre justement les collections de son fils, Guy de Rothschild, jusqu'en 2005, quand Guy de Rothschild décide de se séparer de cette paire de vases qu'il a vendue alors au Musée national de céramique 2 ans avant son décès en 2007. Avec cette vitrine, nous restons en France et nous évoquons le rôle du régime de Vichy dans le contexte des spoliations antisémites notamment. C'est un ensemble de 22 pièces, 22 porcelaines. La plupart d'entre elles sont en porcelaine produite à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle. Certaines viennent de 2 autres manufactures. Vous avez ici une écuelle qui a été produite à Meissen en Allemagne et ici 2 petites coupelles dans une monture en métal doré qui viennent de la manufacture de Vienne. Tous ces objets appartenaient aux collections de Henri de Rothschild, qui a vécu toute sa vie en France, à Paris principalement. Henri de Rothschild, c'est un très grand médecin au début du XXe siècle, un homme de théâtre également, qui a beaucoup écrit de théâtre, un amoureux du théâtre, et c'est aussi un collectionneur qui affectionne en particulier les livres, donc un grand bibliophile. Ces objets ont été spoliés dans le contexte du régime de Vichy, comme je vous le disais, en conséquence d'une loi qui a été prononcée par le régime de Vichy le 23 juillet 1940. Cette loi dite de déchéance de nationalité ciblait des personnalités qui avaient quitté le territoire français entre le 10 mai 1940 et le 30 juin 1940. Les personnes qui avaient quitté le territoire français pendant cette période étaient donc déchues de la nationalité et les premières victimes de cette loi sont les barons de la famille Rothschild, Philippe, Édouard, Robert, Maurice et Henri de Rothschild. D'autres personnalités connues de l'histoire de France ont été victimes de cette loi, je pense notamment au général de Gaulle. La conséquence de la déchéance de nationalité pour ces personnes était la mise sous séquestre de leurs biens. Cette mise sous séquestre impliquait une gestion de leurs biens par l'administration des domaines qui avait du coup comme mission, suite à cette mise sous séquestre, de mettre en vente ces biens, théoriquement dans les 6 mois à l'issue de la déclaration de la mise sous séquestre. En général, ça a pris plus de temps. Donc l'administration des domaines devait mettre en vente ces biens avec l'idée que le fruit de ces ventes allait être versé au Secours national, qui est une œuvre, je dirais, charitable, placée sous l'égide du maréchal Pétain, également un instrument de la propagande du maréchal Pétain, donc qui était censé récupérer le fruit de ces ventes. L'administration des musées nationaux, et notamment de l'administration publique, le ministère de l'Instruction publique, a assez vite alerté sur ces ventes en signalant que des œuvres majeures allaient quitter le territoire national et réclamant ainsi assez rapidement l'obtention d'un droit de préemption, d'un droit dit de priorité dans les archives anciennes de cette époque-là, qui permettait aux musées nationaux de préempter, donc d'acheter les objets avant leur vente, dans les ventes aux enchères notamment. Dans le cas de Henri de Rothschild, vous avez par exemple ici un courrier de Jacques Jaujard, qui est donc ce grand directeur des musées nationaux, du musée du Louvre notamment et de l'école du Louvre, qui a contribué véritablement à sauvegarder les collections publiques françaises en évacuant notamment le musée du Louvre dans des châteaux de la zone libre notamment. Et Jacques Jaujard, dans ce courrier, invite donc plusieurs conservateurs de musées nationaux, le musée national de céramique à Sèvres, qu'on appelait le musée de Sèvres à l'époque, des collègues également du musée du château de Versailles et du musée du Louvre sont invités dans ce courrier de novembre 1941 à venir exercer leur droit de préemption dans le séquestre de Henri de Rothschild, situé au 42 avenue de Friedland. Et donc, l'un de mes prédécesseurs, Georges Aumont, a reçu ce courrier, donc il est conservé aujourd'hui dans les archives du musée de Sèvres. Il était invité donc à se concerter avec ses collègues du musée de Versailles et du Louvre pour venir regarder les collections du 42 avenue Friedland mises sous séquestre, les collections de Henri de Rothschild, et éventuellement exercer ce droit de préemption. Georges Aumont a donc sélectionné les 22 pièces qui sont ici. Il faut bien imaginer que les objets, effectivement, il s'agit d'un droit de préemption, donc ils étaient achetés sur le budget de la réunion des musées nationaux. Donc, en novembre 1941, mon prédécesseur préempte ces objets, ils arrivent en décembre 1941 au musée de Sèvres. Ils vont être inscrits quasiment immédiatement à l'inventaire du musée national de céramique. Et puis, ce qu'on a remarqué, puisqu'il faut quand même signaler que tous les biens des différents séquestres Rothschild notamment
qui ont été préemptés par différents musées nationaux pendant ce contexte ont tous été restitués à l'issue de la guerre. Ça n'est pas le cas de cet ensemble qui est toujours aujourd'hui au Musée national de céramique. C'est le seul cas, a priori, d'objet qui n'a pas été restitué à l'issue de la guerre. Et comment j'ai essayé de travailler sur cet ensemble et de comprendre pourquoi ces objets n'avaient pas été restitués. J'ai trouvé notamment des correspondances entre Georges Aumont et Jacques Jaujard en février 1942, où Georges Aumont réclame un certain nombre de documents administratifs à Jacques Jaujard pour entériner, si vous voulez, administrativement un certain nombre d'acquisitions, et notamment d'acquisitions par don. Et dans les dons qu'il liste dans ce courrier à M. Jaujard, il cite notamment la collection Henri de Rothschild. Donc je pense que depuis cette période-là, cet ensemble qui jusqu'à très récemment était encore dit dans notre base de données au musée de Sèvres, dont Henri de Rothschild 1941, je pense que ça date, cette mauvaise interprétation, plus qu'une mauvaise interprétation de la provenance de cet ensemble, date de cette année 1942. J'imaginais aussi qu'au musée de Sèvres, en 1942, on va avoir un bouleversement majeur avec, en mars 1942, un bombardement qui visait l'île Seguin, un bombardement allié, mais qui a eu des déflagrations colossales au musée et à la manufacture de Sèvres. Beaucoup de choses ont été détruites, donc c'est un peu la panique au musée. D'ailleurs, beaucoup d'objets de cet ensemble des collections d'Henri de Rothschild a subi ce bombardement. Si on les regarde de près, vous avez beaucoup d'objets qui sont fendus, qui ont été restaurés dans ce contexte-là. Et donc, dans les années 40, il y a aussi très peu de personnes qui travaillent au musée de Sèvres. Il y a une absence aussi de personnel. Georges Aumont part à la retraite. C'est comme si finalement l'histoire de ces objets avait été perdue dans le temps. Et le musée étant aussi dans une situation compliquée du fait de ces nombreuses destructions suite au bombardement, n'a pas travaillé sur cet ensemble. Et ceci pendant des décennies. Cet ensemble est donc sorti en quelque sorte des radars des spoliations. Il a fallu attendre finalement l'année dernière pour que, en travaillant à l'occasion de cette exposition justement consacrée aux collections Rothschild, je me penche véritablement sur cet ensemble Rothschild et que je comprenne petit à petit, en travaillant dans les archives de Sèvres, dans les archives nationales, dans les archives des musées nationaux conservés à Pierrefitte-sur-Seine, que je puisse retracer un petit peu heure par heure l'histoire de cet ensemble, ce qui nous a permis d'une part de souligner le fait qu'il avait été réclamé dès 1944-1945, les descendants, d'abord Henri de Rothschild, puis Henri de Rothschild décédant en 1947, ses descendants réclament la restitution de ces biens, mais les musées nationaux répondent à l'époque qu'ils ne retrouvent pas la caisse de porcelaine. Effectivement, comme je vous expliquais, c'est un petit peu la panique au musée de Sèvres à ce moment-là. On est un petit peu en train de récupérer des caisses d'objets qui avaient été mis à l'abri pendant la guerre. Il y avait vraiment beaucoup de confusion. Toujours est-il que, pour avoir dépouillé d'ailleurs la correspondance de la conservation dans les années 1940 et 1950, aucune trace de cette demande n'est arrivée jusqu'au musée de Sèvres. C'est comme s'il y avait eu même un oubli au niveau de l'administration centrale, je dirais, que ces objets des collections Henri de Rothschild avaient été envoyés à Sèvres. En 2025, nous avons donc pu formuler une proposition de restitution auprès de la CIVS, qui est cette commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, qui est la seule entité, je dirais, qui est habilitée à se prononcer pour les restitutions. Le dossier a donc été transmis récemment et est toujours en cours d'instruction actuellement. Qui dit goût Rothschild et qui dit art de la porcelaine dit aussi art de la table. Lorsque James de Rothschild arrive à Paris en 1811, son accueil est mitigé. Il a un accent allemand à couper au couteau, on dit qu'il ne s'habille pas très bien, que sa table n'est pas extraordinaire. Bref, il a beau être un banquier opulent, il n'a pas le succès qu'il espère à Paris. Pour cause, il n'est pas encore marié. Il l'écrit d'ailleurs à son frère, « Une maison sans femme, c'est comme un bateau sans capitaine ». Mais en 1824, il épouse sa cousine, Betty de Rothschild, et à ce moment-là, il va commencer à mener grand train à Paris. Il s'installe dans un très bel hôtel particulier rue Laffitte, qu'il fait richement décorer. La salle à manger est gigantesque, il fait installer une salle de bal, et il engage à son service le cuisinier Antonin Carême, qui avait été le chef du tsar de Russie, qui avait été le chef de Talleyrand, et qui entre ainsi au service de la famille Rothschild. Sur cette table, vous trouvez notamment 16 assiettes en porcelaine de Sèvres du premier grand service conçu par le manufacture, le service bleu céleste du roi Louis XV. C'est le premier service de taille conçu par les artisans de la manufacture. Il est rarissime de pouvoir présenter autant d'assiettes en même temps de ce service. Elles sont dispersées à travers le monde et nous sommes très heureuses de pouvoir vous montrer une table entière de bleu céleste dans laquelle le surtout de table est occupé par les pièces de forme du service.
En effet, le repas au XVIIIe siècle se présentait très différemment de celui que l'on a aujourd'hui. Le service à la française faisait que tous les plats étaient présentés en même temps sur la table. Vous aviez donc à la fois les grandes terrines qui occupaient souvent les extrémités de la table, les assiettes sur la table, différents plats à entremets, différents plats à rôtis. Donc vous aviez vraiment une sorte de buffet général que l'on présentait sur de très grandes tables. Les pièces de forme étaient souvent absolument spectaculaires et c'est le cas notamment des terrines. Vous voyez ici une terrine du service bleu céleste de Louis XV, extraordinairement architecturale, avec vraiment cette ligne des plantes qui monte le long des pieds, qui donne le sentiment d'une élévation et qui aboutit par ce petit citron que l'on trouve sur le couvercle. Au centre, une jatte à ponche et de l'autre côté, un plateau de poaoi. Le poaoi, c'est une forme de terrine, mais qui est plus ronde que la terrine traditionnelle. Donc vous voyez à chaque fois comment le bleu, la peinture et l'or se mêlent pour créer un décor absolument spectaculaire. Pour les 16 convives rassemblés autour de cette table Rothschild, on présente également des couverts en vermeil qui proviennent de la branche viennoise de la famille et des verres qui sont au chiffre de Ferdinand et Evelina de la branche toujours viennoise de la famille conservée à Wadston Manor. Une question que l'on nous pose souvent, c'est de savoir si ces objets étaient utilisés ou simplement exposés. Et bien souvent, c'est les deux. On se souvient qu'à l'hôtel Lambert, en 1975, la baronne Marie-Hélène de Rothschild demande à Renzo Mongiardino de faire le décor d'un petit cabinet attenant à la galerie d'Hercule, dans lequel sont présentées les grandes pièces de porcelaine de Sèvres, de service de table à fond vert, qui avaient appartenu à Alphonse de Rothschild et qui, par descendance, étaient parvenus chez Guy et Marie-Hélène de Rothschild. Patrice Balny, qui est un chef cuisinier et qui travaille depuis plus de 40 ans pour la famille Rothschild, nous a raconté que lors des grands dîners à l'hôtel Lambert, un majordome en gants blancs allait dans ce petit cabinet, cette véritable chapelle de Sèvres, et décrochait une à une chacune des assiettes du service pour les mettre sur la table. Et le lendemain, ce ballet recommençait et le même majordome remettait ses gants blancs, reprenait chaque assiette et allait la reposer sur le mur de ce petit cabinet. Donc on voit bien qu'il y a à la fois la notion d'usage et presque quelque chose qui est de l'ordre de l'ostension des reliques dans le fait de présenter ces assiettes de porcelaine de Sèvres sur la table. Elles étaient utilisées, mais uniquement dans les occasions les plus spectaculaires. Mais des occasions spectaculaires, il y en avait beaucoup au sein de la famille Rothschild et la baronne Marie-Hélène de Rothschild le disait elle-même, c'est une chose très saine de faire des fêtes. Dans cette vitrine, vous trouverez tous les ingrédients d'une fête réussie dans la famille Rothschild, avec les factures de Ladurée, de Moët et Chandon, la liste de courses finalement pour organiser une réception chez les membres de la famille, mais aussi des menus dans lesquels on retrouve certains des plats les plus emblématiques de l'histoire de la famille, les filets de sole à la Walewska, les bécasses rôties sur canapé, les tortues claires, les marmites de volaille à la Rothschild, bref, que des noms qui ne peuvent que mettre l'eau à la bouche. Nous nous trouvons maintenant dans la dernière section de l'exposition que nous avons voulu, avec Viviane Meschky, pop et festive, pour célébrer l'une des grandes figures de l'histoire de la famille Rothschild, la baronne Marie-Hélène de Rothschild, qui est décédée il y a 30 ans et qui fut l'une des plus grandes maîtresses à penser de la fête et du goût Rothschild au XXe siècle. Cette pièce, peinte en rose, permet d'évoquer les deux couleurs fétiches des membres de la famille Rothschild lorsqu'il s'agit de porcelaine, le rose et le vert. Le rose est inventé à la manufacture de Sèvres à partir de 1757 par un peintre hollandais et il va se prêter à énormément de jeux d'ornements. On a du Sèvres rose avec des rubans, des lacets, des fleurs, des paysages, des poutis. Et le jeu du rose et de l'or se mêle souvent de manière parfois très hardie et en tout cas toujours très harmonieuse. Quant au vert, on connaît 50 nuances de vert. Le premier vert est un vert assez bleu, produit en 1756 à la manufacture. Et puis le vert de pomme, beaucoup plus vert, un vert émeraude, un vert qui se teinte davantage de jaune et qu'on va appeler le vert olive. Bref, une infinie variété de nuances de vert qui montrent aussi les évolutions chimiques du travail des scientifiques à la manufacture de Sèvres. Donc cette salle montre finalement un échantillon des plus beaux Sèvres roses, verts et des Sèvres roses et verts, puisque pendant un court laps de temps, au début de l'année 1760, on réalise des objets en mêlant ces deux couleurs.
La passion pour le rose et le vert en porcelaine de Sèvres contamine toute la vie de la famille Rothschild. En effet, le baron Guy de Rothschild fut propriétaire d'un étalon qui s'appelait Sèvres Rose, qu'il affectionnait particulièrement et dont vous trouverez en exclusivité mondiale la photo dans le catalogue de l'exposition. La baronne Marie-Hélène de Rothschild, lors du gala donné pour le bicentenaire du Figaro, portait cette magnifique robe à paillettes rose et verte créée par Pierre Cardin, son ami Pierre Cardin, qui fut aussi le premier couturier à entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Eh bien, elle portait cette robe rose et verte que l'on a associée avec un autre vase de Sèvres, un vase à fond vert qui a fait partie des collections de Julie et Adolphe de Rothschild et qui lui aussi, comme une robe de haute couture, est architecturé, lacé et probablement difficile à porter. Ce prodigieux objet est un écritoire à globe. Il contient en fait tous les éléments nécessaires à l'écriture d'une lettre. Vous avez à la fois un petit globe qui contient de l'encre, l'encrier dans lequel on trempe sa plume, et puis l'autre globe permettait d'accueillir le sable qui permettait de sécher l'encre. La clochette que vous trouvez sur le dessus était utilisée par celui qui écrit la lettre pour appeler le domestique chargé d'envoyer la lettre. C'est dire à quel point tout cela était bien organisé. Cet écritoire a appartenu au roi Georges IV avant d'entrer dans les collections du baron Gustave de Rothschild. C'est un objet absolument merveilleux. Les scènes de vie quotidienne que vous retrouvez peintes sur le plateau sont dues à Charles-Nicolas Daudin. Le décor du plateau, vous le voyez, est très riche. Là encore, c'est une forme que l'on doit à Duplessis, très chantournée, qui mêle le rose, le vert et puis une très riche dorure. C'est un objet qui n'avait jamais été présenté au public. Il existe là encore très peu d'exemplaires de ces écritoires à globe dont vous observerez en regardant de près, la représentation du monde montre que l'on peut écrire partout dans le monde et les Rothschild étaient célèbres pour la rapidité de leur courrier. Chacune de ces vitrines montre aussi à quel point le goût pour le Sèvres rose et le Sèvres vert est partagé par tous les membres de la famille. Donc c'est véritablement une histoire européenne de la porcelaine de Sèvres qu'on vous conte dans cette exposition. Ici par exemple, vous avez cette paire de vases dits Duplessis à enfants avec des représentations, vous voyez, en relief des enfants qui représentent les saisons qui ont appartenu au baron Gustave de Rothschild de la branche française. De l'autre côté de la vitrine, cette grande cuvette à fond rose, à décor de fruits et de fleurs, a appartenu à Alice de Rothschild de la branche anglaise de la famille. Et au centre, une autre cuvette que l'on a représentée de dos pour montrer cet extraordinaire décor de ruban, a appartenu à Adolphe et Julie de la branche napolitaine de la famille. Donc de l'Italie à la France en passant par l'Angleterre, on voit bien que le rose et le vert sont les couleurs des Rothschild. Le goût pour le punch, une boisson d'origine britannique, se développe en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et la manufacture de Sèvres doit s'adapter à tous les usages et toutes les modes du temps. Elle réalise donc des jattes à punch. Donc ce très grand saladier, si je puis dire, était fait pour accueillir le punch et elle a appartenu au duc de Richelieu, l'un des plus grand collectionneur également de porcelaine de Sèvres de l'époque. Il faut admirer à la fois le fond vert qui est à la fois nuageux et profond, la peinture que l'on doit également au peintre Charles-Nicolas Daudin et l'extraordinaire épanouissement de la dorure que l'on voit à la fois autour du cartouche avec ces fleurs qui s'épanouissent sur les côtés, mais également à l'intérieur de la jatte sur les bords avec une symphonie de petits points, de petites étoiles et de petits carreaux, montrant aussi finalement une conception géométrique et ornementale extrêmement forte à la manufacture. Autour, ces deux petites cuvettes, que l'on appelle verdins, sont séparées par des petits compartiments. Elles sont ornées d'un magnifique décor rose et vert, donc le fond rose accueille des sortes de guirlandes de glandes passementeries. Et au centre, vous avez, et c'est toujours Charles-Nicolas Daudin, le peintre de ces scènes, ce qu'on appelle des ténières, c'est-à-dire des scènes inspirées des peintures de David Ténier, donc des bamboches, des fêtes populaires et la vie finalement flamande du XVIIe siècle. Et l'on voit ici avec délectation deux compères en train de remplir une outre de vin, tandis que le troisième est en train de boire son petit litron. Contrairement aux fonds verts, qui ont fait l'objet de beaucoup de services de table, il n'y a pas eu beaucoup de fonds roses à la manufacture de Sèvres, du moins dans ses débuts. On connaît deux services importants et les deux ont été collectionnés par les membres de la famille Rothschild. Le service à fond rose qui avait été créé pour le maréchal de Richelieu et le service dit rose chasse, orné de scènes de chasse souvent inspirées des peintures de Jean-Baptiste Oudry. Ici, vous avez par exemple un pot à œil qui a appartenu à la collection de Mathilde de Rothschild, de la branche viennoise de la famille, mais qui s'est installée
toute sa vie à Francfort. Poaoi du service donc du maréchal de Richelieu, très belle forme, vous voyez, extrêmement sculptée, que l'on doit encore à ce véritable orfèvre qui était Duplessis. Et vous voyez au sommet du couvercle, eh bien, un petit artichaut et un petit poireau, signe là encore du lien entre la forme et la fonction, puisque dans ces poaoi, eh bien, on accueillait quelque chose qui ressemble un peu au pot-au-feu, des sortes de grands ragoûts, notamment faits de jus de légumes et de bouillon, dans lesquels on pouvait sans doute trouver des poireaux et des artichauts. Autre service à fond rose, le service rose-chasse, qui se caractérise sur le fond rose par des cartouches dorées dans lesquelles sont inscrits de minuscules scènes de chasse, véritablement en miniature, où l'on distingue, en regardant de très près, un cerf s'élancer dans la forêt et les chasseurs du roi, dans leur uniforme bleu, lui courir après. Donc c'est montre là aussi de ce miniaturisme extraordinaire des peintres de la manufacture qui, comme les enlumineurs finalement, sont capables de donner l'atmosphère et l'activité, l'énergie d'un moment avec de très petites touches de peinture. Ce spectaculaire seau à liqueur du roi, qui a été créé en 1759, s'inspire de l'art de Jean-Baptiste Oudry qui avait réalisé les cartons des chasses royales de Louis XV, véritable épopée cinégétique du XVIIIe siècle. Et ce seau à liqueur, il a appartenu aux collections de Mayer-Amschel de Rothschild et il ornait le château de Mezmort. Cette dernière vitrine accueille un chef-d'œuvre absolu de l'histoire de la manufacture de Sèvres, une paire de bras de lumière qui faisait partie, avec le vaisseau à mât que vous avez vu dans une section plus tôt de Madame de Pompadour, d'un ensemble de porcelaine à décor rose et vert conçu pour la marquise de Pompadour pour son hôtel d'Évreux qui accueille aujourd'hui le palais de l'Élysée. Cette paire de bras de lumière, elle incarne à elle toute seule l'énergie de la forme du XVIIIe siècle, la vivacité de la ligne. On peut y voir une sorte de vague charriant avec elle des algues. On peut y voir, comme le dit Viviane Mesqui, l'autre commissaire de l'exposition, une glace à la fraise, tant la couleur tendre, chaleureuse de ce rose évoque la gourmandise dans les ateliers de la manufacture. Ces bras de lumière étaient donc accrochés au mur et font partie des objets les plus rares conçus à la manufacture de Sèvres. Ils ont fait partie des collections d'Alfred de Rothschild à Seymour Place en Angleterre. La famille a été propriétaire d'autres bras de lumière de ce type, et notamment d'une paire qui était dans la collection de Guy et Marie-Hélène de Rothschild, et on raconte même que celle-ci conservait ses bras de lumière au-dessus de sa baignoire dans sa salle de bain. Si les Rothschild ont été collectionneurs des porcelaines de Sèvres du XVIIIe siècle, ils ont aussi été clients de la manufacture de leur temps. Ils se rendaient eux-mêmes à la manufacture pour faire des acquisitions, pour faire des achats. Vous avez ici un objet extrêmement émouvant parce qu'il montre à quel point l'histoire de la famille et l'histoire de la manufacture sont liées. Sur cette petite tasse à thé qu'on appelle une coupe anse palmette, une forme réalisée à la manufacture de Sèvres dans les années 1830, en 1831, eh bien, le peintre Jean-Pierre Feuillet a peint les portraits de 3 enfants et on retrouve ici 3 des plus grands protagonistes de cette exposition, Charlotte de Rothschild, Alphonse de Rothschild et Gustave de Rothschild, 3 Sèvres maniaques, 3 immenses collectionneurs de porcelaine, 3 généreux amateurs de musée qui tous ont offert, financé, donné des objets au musée. Et donc on voit bien, en voyant aussi les initiales des enfants sur la soucoupe, à quel point finalement cette pâte tendre de Sèvres était chère au cœur des membres de la famille Rothschild, puisque même leurs enfants étaient mis sur porcelaine. L'exposition Sèvres, une passion Rothschild de la Villa F. Russie à Paris, présentée jusqu'au 26 juillet à la Galerie des Gobelins, est une exposition qui a été le fruit de beaucoup de travail de recherche, de beaucoup de découvertes, que d'ailleurs le catalogue publié aux éditions Monet-Layot retrace. C'est une exposition aussi qui s'est voulue originale dans la manière de présenter les extraordinaires collections de la famille Rothschild, qui a clairement réuni les plus beaux chefs-d'œuvre de la manufacture de Sèvres. Donc c'est aussi un moment magique, je dirais, pour l'œil, où on découvre des objets qui, pour certains, sont totalement inédits. On a beaucoup de prêts dans cette exposition d'objets qu'on n'a jamais vus, qui sont prêtés par des collectionneurs particuliers. Donc ça, c'est une vraie chance. On a eu beaucoup de soutien aussi de grandes institutions. Je pense au château de Versailles, au musée du Louvre notamment, aux archives Rothschild à Londres, à Waddesdon Manor, notamment également au Royaume-Uni. Ce travail, cette mise en cohérence ensemble, avec de l'aide, le soutien aussi de ces différentes institutions publiques et privées, a permis de présenter et de réunir le sommet, je dirais, de l'art de la manufacture de Sèvres, l'excellence de la manufacture qui rencontre l'excellence de la famille Rothschild, qui a su réunir des objets tout à fait extraordinaires, le sommet de l'art de la manufacture au XVIIIe siècle.